nous donne un total de 51 769 patients qui ont vaincu la maladie. Le nombre de décès continue à grimper, même s'il est en baisse cette semaine par rapport à la semaine passée. 53 patients atteints de coronavirus sont morts ces 7 derniers jours, ce qui porte le nombre total de décès à 851. Parlons des cas actifs. Ils sont en baisse. 53 053 la semaine dernière, 4 717 cette semaine. 427 personnes infectées sont internées dans les unités de prise en charge, dont 122 sous oxygène. La situation épidémiologique en termes de pourcentage affiche 90% du taux de guérison, 1,4% du taux de létalité, 2,5% du taux de sévérité et 13,5% du taux d'occupation des lits. Voilà, merci à Karel Mezatia qui nous a permis d'accueillir ainsi notre 5e et dernier invité pour que la boucle soit bouclée. Paul-Éric Mbolo nous a rejoint finalement. Bonjour, bienvenue. Merci Bouba. Bonjour et bonjour à tous les panélistes. Bonjour surtout à tous vos nombreux téléspectateurs et c'est l'occasion pour moi de souhaiter à la communauté chrétienne une bonne fête de Pâques. Merci à vous. Un mot sur Blé Goudé et Gbagbo qui finalement... Vraiment déjà un ouf de soulagement. Il va de soi que leur arrestation pour le contexte politico-interne en Côte d'Ivoire que nous avons connu depuis bientôt 10 ans a connu un aboutissement heureux pour les principaux mises en cause quand on sait que jusqu'ici la Cour pénale internationale à travers le procureur, Mme Bensouda, n'a pas su trouver tous les arguments nécessaires pour permettre à ce que ces hauts responsables politiques de la Côte d'Ivoire et de grandes figures de la lutte pour la démocratie en Afrique aient pu trouver leur liberté. Il y avait déjà environ 2 ans, ils avaient déjà été acquittés dans un premier temps et on attendait la confirmation par la Cour, ce qui est dorénavant chose faite. D'ores et déjà, il faut dire que c'est un grand pas de réconciliation pour la Côte d'Ivoire, mais surtout un ouf de soulagement pour l'ensemble des Africains qui voient ainsi une manière de valoriser leurs différents leaders politiques, quelles que soient les tendances partisanes auxquelles ils appartiennent. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Le décor étant planté, on va démarrer avec la première thématique consacrée à ce programme. Il s'agit bien sûr de la révision du code électoral, une décision, une initiative prise cette semaine par 8 partis d'opposition qui se sont réunis pour faire cette proposition au Parlement. Parmi ces personnalités figurent des honorables également qui sont à l'Assemblée nationale du Cameroun. Mais cette semaine, justement, une fois après la publication de ce communiqué par ces personnalités de l'opposition, c'est la réaction du secrétaire national à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le professeur Jacques Fam Ndongo, qui, selon lui, a réagi en 5 points et estime que rien ne peut se faire dans une révision du code électoral sans l'aval du Parlement. Du coup, on s'interroge sur cette initiative des membres de l'opposition. Est-ce que cette initiative pourra prospérer? On va essayer de creuser, de comprendre les tenants, les aboutissants d'une telle initiative de l'opposition qui, pour une fois, serons-nous tentés de dire, est-ce que cette opposition a décidé, pour une fois, de parler d'une même voix? On en parle dans ce programme. Alors, le PCRN était concerné par cette initiative de révision du code électoral à travers son président, Cabral Libye. On a vu également cette signature à l'issue des travaux. Alors, est-ce qu'on peut comprendre un peu le leitmotiv et même le timing? Pourquoi maintenant cette initiative? Mais écoutez, Bouba, le PCN n'est pas seulement concerné. Le PCN fait partie, n'est-ce pas, des initiateurs de cette action qui, il faut l'avouer, vient, n'est-ce pas, de l'opposition institutionnelle, c'est-à-dire des parlementaires de l'opposition qui se sont réunis pour proposer quelque chose, c'est-à-dire cette nouvelle dynamique, cette nouvelle façon de faire, tout au moins
qu'on s'entende sur une thématique qui concerne, n'est-ce pas, la dévolution du pouvoir dans notre État, notamment le code électoral et globalement le système électoral en lui-même. À la question de pourquoi maintenant, voyez-vous, nous allons de façon d'ordre crescendo, c'est pas aujourd'hui qu'on l'a toujours fait. On l'a toujours demandé, mais le RDPC est toujours resté sourd, comme par le passé, comme à son habitude. J'espère cette fois-ci qu'ils comprendront, évidemment. Mais nous, dans notre dynamique citoyenne, dans notre dynamique de socialisation des Camerounais, on a toujours dit que le code électoral, comme au départ, n'en était pas une panacée, c'était pas la panacée. Voyez-vous, je crois qu'on a déjà fait ce débat une fois à Pouba, parce que nous croyons effectivement que le premier pas, c'est la participation populaire, massive et citoyenne des populations, qui, eux, contribueront naturellement à pouvoir légitimer au moment venu, quelle que soit la nature du code, parce que, qu'on ne le veuille pas, ce code a quand même permis que nous soyons élus, voyez-vous. Ça démontre effectivement qu'il fallait qu'on aille aux élections. Donc il n'est pas totalement mauvais. Pour nous qui avons été en compétition électorale, on connaît quand même qu'il y a des éléments aussi positifs dans ce code. On s'est généralement retrouvé avec l'organe en charge des questions électorales et référendaires pour débattre, n'est-ce pas, des questions qu'il fallait améliorer dans ce code. Et aujourd'hui, on s'est dit, bon, pourquoi pas. C'est une autre dynamique qui est mise en place, parce que ça se passe comme ça partout, c'est pas nouveau. C'est pas une nouveauté camerounaise. C'est pourquoi qu'on était un peu surpris du hors-sujet que nous a produit, n'est-ce pas, le ministre Famundongo. Il a raté pour une fois l'occasion de se taire, voyez-vous, parce que pour l'intellectuel qu'il est, il sait quand même que partout ailleurs, ça se passe comme ça, les concertations extra- et intra-institutionnelles. Prenons le cas de la France qu'il a habituellement toujours cité dans ses longues missives. Il sait que là-bas, le débat, on a parfois la rue, on a les associations, on a les ONG, on a les acteurs de la société civile qui participent à enrichir le débat, quitte à ce qu'il soit porté une fois au Parlement. En fait, qu'est-ce qui est recherché ici? C'est une légitimation d'une telle activité. C'est pour ça qu'on appelle et les acteurs de la société civile et les acteurs politiques, ceux qui sont en dehors des institutions ou du Parlement, à participer, à enrichir cet instrument que nous, acteurs de l'opposition, membres du Parlement camerounais, allons effectivement défendre. Voyez-vous, c'est du B.A.B.A, Bouba, c'est le minimum. On a quand même été surpris que tout un membre du bureau politique de ce parti au pouvoir sorte pour nous servir ça. C'est une honte, c'est une désolation. Je vais croire ici que, avec le professeur Monondiana, qui disait que l'un des drames des intellectuels camerounais, c'est que les premiers intellectuels camerounais nous ont gâché la route. La voie, effectivement, ces agrégés en grammaire, en stylistique, en sémiotique et autres, ne nous aident pas, effectivement, en un moment où on veut, n'est-ce pas, réunir tous les acteurs et un tournant décisif de l'histoire du Cameroun, parce qu'on le veut ou pas, avec cette région du Cameroun qui sont mises à mal aujourd'hui. La question électorale est un instrument fondamental sur lequel on ne peut pas s'amuser. Donc, pour une fois, on va demander à M. Samuel Dieudonné-Mout et ses amis de nous éviter vraiment ce genre de choses. C'est eux qui disent finalement que l'opposition ne se réunit pas, ne travaille pas, mais pour une fois qu'on se retrouve autour d'une question centrale, ils ont peur. Mais Bouba, dites-moi, permettez que j'ai un fond, je vais chuter, mais dites-moi, quel est cet organisateur qui a un stade, qui a l'arbitre et qui a peur, n'est-ce pas, de l'équipe adverse, qui choisit tout? Quand même, soyez fair play. Voyez-vous, si le canon de Yaoundé veut par exemple jouer avec le Barça c'est choisi et le stade, et les arbitres, et la FIFA. Voyez-vous, quand même. Pourtant, a priori, vous êtes dit fort, quand même. Soyez sérieux. Alors, on va revenir un peu on reviendra sur les forces en présence pour voir qui a peur de qui. Je veux qu'on reste encore sur le fond. Avec vous, monsieur le directeur de publication de Germinal, on a lu votre une, je crois, de la semaine dernière. Opposition, comment accéder au pouvoir d'État? Est-ce qu'une telle initiative contribuerait à permettre à l'opposition d'accéder au pouvoir de l'État? Votre question est assez pertinente, mais il faut d'abord le dire que pour toutes les initiatives comme celle-là, c'est toujours bien d'apprécier et de voir que les uns et les autres comprennent que, en réalité, on ne peut pas changer un État, on ne peut pas changer un pouvoir, comme on ne peut pas changer la société et la vie seule. De même également, c'est un message qu'ils ont lancé, disant également qu'ils ont compris qu'on ne peut pas accéder au pouvoir d'État seul. Donc il faut qu'ils se réunissent. Mais accéder au pouvoir d'État, il ne suffit pas simplement d'engager des initiatives telles que la révision du code électoral. L'initiative qu'ils ont engagée peut être située sur un plan essentiellement tactique.
Et quelle est alors la question qui vient à qu'on se pose après cette initiative, c'est de savoir si cette initiative est inscrite dans une démarche stratégique de conquête de pouvoir. A priori, lorsqu'on analyse l'annonce de cette initiative, on se rend compte qu'en amont, il n'y a pas une démarche stratégique de conquête de pouvoir, mais il y a plutôt une démarche tactique pour réviser le code électoral. Or, si au départ, il y avait une pensée stratégique de conquête de pouvoir, la coalition, en réalité c'est de ça qu'il s'agit, ce regroupement s'apparente plus à une coalition, la coalition qui est une démarche tactique et thématique également, devait être un axe stratégique de conquête de pouvoir de laquelle devaient découler des actions pour faire pression sur le gouvernement pour qu'il y ait révision du code électoral, tant et si bien que le code électoral ici a été choisi comme objectif à atteindre par les différents associés ou bien par les différents coalisés. Or, malheureusement, on se retrouve dans un contexte. Ils ne prennent pas en compte le contexte. Nous sommes dans un contexte comme on peut dire, certains le disent, d'une démocratie simulée, pour ne pas dire nominale. D'autres diront pratiquement que c'est une dictature. D'autres encore parleront d'une démocrature. Ce qui suppose que, en réalité, pour que cette action soit efficace, il faudrait créer un rapport de force. C'est ce que monsieur le ministre, le chargé de la communication du RDPC a relevé. Il faudrait créer un rapport de force permettant aux coalisés de peser de manière significative. Vous faites déjà dans la divinisation, là. Je ne fais pas encore laissé qu'on puisse travailler. Je ne fais pas de la divination. Il vous a pas interrompu. Je ne fais pas de la divination. Ou de la futurologie. Je ne fais pas de la futurologie. Si vous avez travaillé sur les dynamiques de coalition et d'alliance, vous comprendrez de quoi je parle. Peut-être n'avez-vous pas fait. Vous n'en savez certainement pas. Peut-être je n'en sais pas, mais voilà. Laissez-moi développer, je vous en prie. J'estime que dans la coalition, ce n'est pas comme ça que les différentes parties coalisées doivent se comporter. Parce que si c'est comme ça que les différentes parties coalisées doivent se comporter, cette coalition va voler certainement en éclats. Une coalition demande également des règles démocratiques et que la parole soit donnée à n'importe qui. Et on trouve les voies et moyens pour être en accord sur des objectifs qu'on veut atteindre. À partir du moment où vous empêchez quelqu'un d'exprimer son point de vue, alors c'est contre la coalition. Mais ce que je veux vous dire également que former une coalition sans tenir compte du contexte dans lequel on se retrouve, sans tenir compte du rapport de force, en réalité, c'est un peu plus hasardeux. C'est ce que je peux dire. Alors, honorable Samuel Dieudonné Motte, pour vous, du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, vous regardez ce phénomène comme un épiphénomène avec ces partis d'opposition qui se sont réunis dans le but de faire une proposition, une révision du code électoral. Non, vous regardez ça comment? On ne va pas jusqu'à aller dire que c'est épiphénomène. Les initiateurs de cette rencontre également sont suffisamment qualifiés pour pouvoir donner une allure, une envergure à leur rencontre. Et d'ailleurs, je voulais préciser, parce que vous avez semblé prendre en grippe tout à l'heure le secrétaire à la communication de RDPC, il n'a fait rien d'autre que de rappeler les règles républicaines en matière d'émission des opinions. Et il vous dit en premier point d'ailleurs, le débat public au Cameroun est libre. En deuxième point, il vous rappelle qu'effectivement le code sur lequel nous parlons aujourd'hui a fait l'objet d'un processus démocratique qui a fait qu'il a été adopté. Un peu plus loin, il vous dit, vous pouvez effectivement discuter de tout, mais il faut savoir qu'après avoir arrêté la discussion, il faut avoir la capacité nécessaire de traverser toutes les barrières démocratiques pour pouvoir en faire un projet, une loi acceptée et voulue de tout le monde. Il faut respecter le cadre. Il parle principalement ici de l'Assemblée nationale, du pouvoir parlementaire, mais je voulais également prolonger son point de vue, dire que la vie publique, elle fonctionne sous ce canon-là, qui consiste à dire qu'à un moment donné,
soit dans le cadre d'une campagne, soit dans le cadre d'un engagement de campagne qu'on a pris, on peut pouvoir en disant on va très souvent faire évoluer tel ou tel point de vue. En ce qui concerne le président de la République, il me semble que dans le cadre de la campagne qui vient de passer en 2018, il n'a nullement fait allusion à cela. Et donc, effectivement, il faut compter avec sa volonté de savoir effectivement si c'est une nécessité de faire telle ou telle évolution dans le domaine. Mais également, quand je reviens à ce cycle démocratique-là, lorsqu'il y a une démocratie qui est installée quelque part, c'est le cas du Cameroun, parce que tout à l'heure, j'ai été un peu choqué d'entendre qu'on parlait de démocratie ou de démocratie simulée. Nous sommes en face d'une démocratie. Peut-être il y a un certain nombre de choses qu'il faudra réguler davantage, mais nous sommes bel et bien au Cameroun dans le cadre de démocratie. Et dans le cadre d'une démocratie, effectivement, le rythme démocratique fait qu'à un moment donné, il y a une référence. Je veux dire, un avis que l'on demande à un arbitre qui est très souvent ici les électeurs. Et dans le cadre de la demande de cette démarche-là pour pouvoir demander le point de vue de l'arbitre, il y a un certain nombre d'arguments que nous mettons sur la table pour pouvoir savoir si on est majoritaire ou pas. Parmi ces éléments que l'on met en campagne, c'est des thèmes de campagne. Et donc la modification du code électoral, ça peut être un thème de campagne. Le thème de campagne d'ailleurs utilisé par un certain nombre de leaders d'opposition. Ce que je dois constater qu'aujourd'hui, même après avoir inscrit cet élément-là comme étant un thème de campagne dans le cadre des présidentielles qui sont passées, ils n'ont pas été majoritaires. Ils n'ont pas été majoritairement entendus. Donc, le rythme démocratique, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on tienne compte du fait qu'on a été minoritaire dans le cadre d'une expression démocratique qui a été mise quelque part, dans le cadre d'un thème de campagne qui a été mis quelque part, et qu'on laissera le temps nécessaire à la personne qui a eu la faveur du suffrage de faire la politique qu'il s'est engagé à faire dans le cadre, effectivement, de cette campagne-là. Dans le cas d'espèce, on attendra donc le cas nécessaire, soit en passant par le Parlement, c'est le cas du vainqueur, parce qu'il aura inscrit dans son agenda politique, mais également en ce qui concerne les autres. Et on peut effectivement discuter de tout dans une république, à condition qu'on respecte les règles républicaines, mais on passera fatalement par cette voie parlementaire-là pour pouvoir savoir si on impulse une inflexion quelque part à une politique qui avait été menée jusque-là. Dans le cadre de ce qui est fait là, effectivement, on attend effectivement des suggestions, mais je crois que dans le cadre du débat également que vous avez ouvert, il y a un certain nombre d'éléments de contexte également, de propositions qu'on va discuter pour pouvoir voir effectivement si ça a vraiment un sens de modifier le code électoral. Docteur Fridolin Nke, dans cette initiative, les responsables qui ont donc émis cette idée, ils ne ferment pas les portes aux personnalités de la société civile, aux universitaires et autres qui voudraient bien apporter leur contribution dans le but de l'élaboration de ce projet de code électoral. Vous, comment est-ce que vous avez accueilli cela, cette semaine, cette initiative? Merci Bouba, merci à ces explications des politiciens. Moi, je suis ici en tant que penseur, en tant que spécialiste du principe, spécialiste des valeurs. Je rappelle dans les principes, tout ce qui se passe là, j'ai eu à en discuter déjà avec quelques acteurs, aussi bien du RDPC que le président Kamto, et c'est les longues discussions que j'ai eues avant. Mais ce que je peux dire par rapport à cette posture des principes et des valeurs, Bouba, je crois que les téléspectateurs doivent comprendre quelque chose. Pour comprendre le pays, le fonctionnement dans lequel nous sommes, il faut peut-être se référer à la littérature. Parce qu'il y a les grands spécialistes là qui peuvent dire des choses sur le style, sur beaucoup de choses. Nous sommes dans ce que Bernard Dadier appelait le temps des fous. C'est le temps des fous. C'est le temps des fous parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas s'expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas s'expliquer. Et je crois que pour renchérir, Omer Moller disait que c'est vraiment le règne des mystificateurs. C'est-à-dire que des choses évidentes qu'on utilise justement pour contrer la vérité. Et la troisième référence, c'est que, en fait, troisième référence littéraire, pour comprendre la vie, parce que la littérature, les valeurs, les principes, c'est l'articulation du vécu avec les aspirations des peuples. Alors, ce que je peux dire, c'est que nous sommes en pleine guerre du faux, pour reprendre une expression de Umberto Eco. Parce que vous parlez d'une initiative qui est tout à fait républicaine, mais nous avons un sous-préfet qui vient interdire une réunion dans un cadre bien précis. Ce n'est pas une manifestation publique. Dans quel état, au XXIe siècle, on a vu le pouvoir en place interdire une réunion? Ce n'est même pas une manifestation, c'est juste une réunion. C'est-à-dire que les gens qui se réunissent pour penser.
faut articuler. Et je comprends l'enjeu là. Ce n'est pas le code électoral, ce n'est pas la modification de quoi que ce soit. C'est que les gens sont frileux. Les gens sont frileux parce qu'ils ne veulent pas. On est en train de raisonner le bon sens. Et cet raisonnement du bon sens conduit à toutes ces dérives-là. Il y a un qui parle beaucoup là, qui est spécialiste du discours, c'est-à-dire spécialiste du vide. Il dit que il rappelle les éléments des basiques. En fait, c'est des platitudes dont on n'a même pas besoin, parce qu'on est dans un drame, dans des tragédies, avec presque 4000 civils tués, avec presque... alors, les gens se réunissent. On a presque 30 groupes armés qui s'organisent pour détruire une partie d'un pouvoir. On a presque 200 000 réfugiés qui viennent de la Damawa, du Nord, partout. Alors, les gens sont tous sereins. Vous voyez, un gouvernement qui est comme ça, qui est si serein, c'est qu'en réalité, l'ambition, ce n'est pas de promouvoir vraiment le gouvernement. Nous sommes en pleine asphyxie de la volonté de penser. Nous sommes en pleine dérive. Et c'est ça le plus grave. Ce qui se joue là, c'est que nous sommes en pleine alternative, en pleine alternance. Les gens sont en train de discuter le pouvoir. La succession a commencé. Il faut que les gens soient clairs. Ce qui se joue là, les gens qui encouragent la guerre, parce qu'ils se disent qu'avec ce pactole de guerre, cette surfacturation, cette corruption outrancière, ils vont avoir un pactole. Ils croient que ils vont gagner le pouvoir parce que j'ai été très calme, j'ai noté quand vous étiez en train de parler. Bon, par respect, vraiment, ne commencez pas par respect, il faut respecter les autres. Je suis très respectueux. Bon, alors, permettez-moi de développer. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, restez tranquille, je suis en train de parler. Très bien. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous sommes en pleine... Vous avez posé une question. Mais ce n'est pas drôle, monsieur. Il y a des cadavres qui sont là. Et des gens qui profitent de ces cadavres-là pour se faire un pactole pour succéder à Paul Biya. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut qu'ils comprennent cela. Ce qui se passe là actuellement, c'est que nous sommes dans la diversion. Une société spectacle. Nous ne sommes pas dans une gouvernance où on veut résoudre les problèmes d'énergie, on veut résoudre les problèmes d'industrialisation. On est en train de faire du spectacle avec des styles, alors que les gens meurent. Donc, votre question, c'est que l'initiative doit être là. On doit permettre que les gens se réunissent pour penser à notre avenir. Lorsqu'on obstrue, lorsqu'on met un terme à la possibilité de penser, lorsqu'on interdit aux gens de se retrouver, ne serait-ce que pour essuyer leurs larmes, on interdit même que tu pleures. Pourquoi donc, dans ces conditions, on va attendre... Qu'est-ce qu'on attend d'un gouvernement comme celui-là? Donc, on est là en plein dans ce que je peux appeler donc... le règne de fou. Oui, le règne de fou, on a déjà dit. Mais en réalité, c'est une splendeur ligotée. J'ai fait un spectacle, j'ai fait un hommage, excusez-moi d'aller dans ça. Ça donne l'ampleur de ce qui se passe là. J'ai fait un témoignage samedi passé qui a été censuré chez moi là-bas, à l'honneur d'un administrateur civil hors échelle qui est mort. Et le sous-préfet que vous voyez là, les agissements là, ce carriérisme ridicule là qu'il est en train de faire, c'est ça l'esprit. C'est-à-dire tout un pays, toute une splendeur comme la nôtre qui est ligotée par des éléments de carriérisme rétrograde, par des éléments d'opportunisme, de larbinisme. Voilà où nous en sommes. Alors, Paul-Éric Ebolo, en tant que sociopolitiste, le regard par rapport à cette initiative? Bon, déjà, c'est un regard très admiratif. Parce qu'il faut quand même reconnaître que les leaders des partis qui se sont réunis pour avoir un sujet de discussion montrent qu'ils ne voudraient pas s'inscrire dans une sorte d'oisiveté. Vous vous rendrez compte que nous sortons d'une échéance électorale où on a vu qu'il y en a été le grand vainqueur, à savoir le RDPC. Et aujourd'hui, le RDPC, qui est donc en train de gouverner, qui est en train d'administrer les collectivités territoriales qu'ils ont pu conquérir par le jeu démocratique qui est aujourd'hui mis en place à travers le code électoral, qui a suscité l'un des sujets qui a permis à ces acteurs de se mettre en conclave pour pouvoir porter un projet de révision, si tant est qu'ils arrivent eux-mêmes déjà à être d'accord sur la question. La deuxième observation, c'est qu'effectivement, il ne faudrait pas se leurrer. Aujourd'hui, les partis politiques, quelles sont les thématiques pour lesquelles ils peuvent se mettre ensemble pour pouvoir discuter? Si l'objectif de conquérir le pouvoir relève d'une pratique d'un système électoral, il va de soi qu'ils peuvent remettre en cause les lois qui gouvernent, n'est-ce pas, cette organisation de cette élection, qui organise cette élection. Malheureusement pour eux, il faut bien reconnaître qu'il y a un code électoral qui est en vigueur, qui est applicable pour tous et dont une bonne partie de ces acteurs ont pris part au processus électoral.
Et ce code électoral, il faut le rappeler, avait été voté en 2012 et promulgué, si je ne m'abuse, c'est la loi 2012-001 du 19 avril 2012 et qui a été revue, modifiée et complétée en 2019, dans la loi 2019-005 du 25 avril. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a un code électoral en vigueur. Et ce code électoral, jusqu'à présent, a démontré qu'il n'était pas partisan ou partial. Ce code électoral a permis à ce qu'aujourd'hui, des jeunes hommes et jeunes femmes se retrouvent acteurs de la vie politique nationale avec des postes électifs de députés ou de maires. On ne peut donc pas dire que ce code électoral est mauvais. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est de pouvoir ramener les Camerounais justement dans la diversion. La diversion voudrait dire qu'il y a deux processus de fabrication de lois au Cameroun. Nous avons une initiative de loi qui apparaît au gouvernement qu'on appelle projet de loi et une proposition qui émane du Parlement. Si nous avons dans des partis politiques qui voudraient s'investir à mener une réflexion dans le sens de réviser ou de modifier une loi, ils devraient à tout le moins veiller à ce que les gars se retrouvent dans un canal où on a le laboratoire qui fabrique les lois. Dans le contexte actuel, ça va leur être complètement difficile, quel que soit leur degré de pertinence, car la majorité de ceux qui vont décider ne sont pas associés à ce type d'initiative. En ce moment, vous avez donc le parti qui gouverne, le RDPC, qui détient la majorité, s'organise dans le sens de pouvoir mobiliser ses militants dans une activité qu'on appelle aujourd'hui le sommier politique. Le sommier politique permet à ce parti de devoir toucher à partir de la base, ce qui va constituer leur force électorale. Et quand vous voyez dans l'organisation de ce parti, il va donc de soi qu'ils vont avoir toujours une longueur d'avance sur leurs concurrents, le sujet, ça, pour simplement une longueur d'avance pour préparer les échéances à venir. Vous allez prendre juste Nous sommes aujourd'hui en 2021. L'agenda programmatique des élections est renvoyé en 2025. Nous aurons l'élection présidentielle, législative, municipale et même quelques temps après les régionales. Il va donc de soi que dans le comportement des fonctionnements des partis politiques, chacun a choisi son segment. Or, aujourd'hui, s'ils ne se réunissent pas pour pouvoir débattre de quelque sujet que ce soit, comme a dit l'une des personnes de ce plateau, que nous avons des drames que nous vivons dans la République, malheureusement, ces drames doivent être gérés par le gouvernement, qui a été mis en place par le parti gouvernant dans les différentes forces de pouvoir de notre pays. C'est pour cela que nous devons simplement encourager le débat et revenir dans ce qu'on a toujours souhaité, que ce débat reste dans le cadre de la loi. Car c'est même la démocratie qui est remise en cause, qui est la même démocratie qui leur donne cette liberté de s'exprimer. Alors, le président de la République avait déclaré qu'il est pour débattons, pour le débat, mais ne nous battons pas. Cette parole a d'ailleurs été reprise par le ministre Jacques Fabdogo à travers les observations faites par rapport à cette initiative. Est-ce que vous avez le sentiment, après avoir pris une telle initiative, la violence, la virulence avec laquelle cette initiative a été réprimée, notamment l'inclusion du sous-préfet dans la salle qui a interdit. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est cohérent encore? Parce qu'on dit, on est là pour débattre, débattons, et les gens proposent des choses sur lesquelles on doit débattre, et après on se met à se battre. Est-ce que c'est pas quand même contradictoire? Bouba, vous n'attendez pas le contraire de moi, effectivement, voyez-vous. Et moi, j'ai d'ailleurs honte. Quand on veut utiliser un jeune sous-préfet, on l'envoie dans ces conditions-là. Vraiment, on veut tuer le jeune qu'il est. On dit, vas-y, il y a des jeunes là-bas, va mettre fin à ça. Voyez-vous, c'est un peu... ça machiavélique un peu, cette posture. Et vraiment, c'est inhérent à ce gouvernement, c'est inhérent au système RDPC, donc c'est pas nouveau. Mais Bouba, avant de répondre à votre question, vous permettez quand même que je puisse dire deux, trois choses qui ont été dites ici. La première des choses, n'est-ce pas, c'est au patriarche Jean Bosco Talla, vous dites, patriarche, prenez votre mal à patience. Je sais que vous, les acteurs de 1990, du haut de votre expérience, aujourd'hui, vous avez mal peut-être de voir qu'il y a une nouvelle dynamique qui se construit, ou une autre façon de faire. C'est-à-dire il y a un hardi politique qui est en train d'être dessiné. Souffrez également que les méthodes qui sont les nôtres, nous pouvons les démonter. On a dit, attendons-nous au 15, on attend en termes de propositions. Du haut de votre expérience, nous avons besoin des propositions, comme nous avons eu celle de Dikam Tchameni, par exemple, disant qu'il va intégrer, n'est-ce pas, la plateforme, qui a enrichi ce qui semble être fait. Mais vous ne pouvez pas, à date, déjà entrevoir ce qui va se faire pour prévoir un échec ou quoi que ce soit, non.
Voyez-vous, soyez tout au moins fiers. Voyez, même toute la classe politique nationale est quand même d'accord en train de voir, quand vous voyez tous les acteurs qui sont réunis, vous se dites, bon, pour une fois, on a quelque chose, on s'est au moins réunis autour d'une thématique. S'il n'en est pas une coalition, mais cette thématique nous permet quand même d'avancer. Et là, il s'agit d'une question qui fixe le cadre, naturellement réglementaire en matière électorale au Cameroun. Maintenant, le docteur a dit quelque chose. Le prof a dit quelque chose qui m'a un peu inquiété. Effectivement, dans la pratique politique ou dans la practice, il y a un certain nombre d'instruments qui sont mis en place, et notamment dans le débat public politique. Vous n'allez pas, on sait bel et bien que l'achoppement, c'est au Parlement. Et voyez-vous, vous avez quand même 18 parlementaires qui sont réunis, qui constituent ici un groupe parlementaire. Donc, quand même, de pouvoir inscrire la question à l'ordre du jour au Parlement. Si vous reprenez les articles, il me semble 14, alinéa 3, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, cette question est susceptible d'être inscrite à l'ordre du jour et qui va être débattue. Mais préalablement, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre cette initiative pour donner une certaine légitimité à la question. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on appelle tous les citoyens lambda, y compris les universitaires, la société civile. Docteur Nké, nous espérons que vous allez envoyer effectivement vos contributions pour pouvoir améliorer, affiner un projet de code alternatif. Vous ne pouvez pas affirmer ici à Mondo Vision que ce code est bon. Non, il ne l'est pas. Vous n'avez jamais été à une élection. Cher Né, moi j'ai été à l'élection. Je connais, n'est-ce pas, quelles sont les difficultés de ces codes. Même avec l'ECAM, au sortir des élections de 2011, et l'ECAM a proposé 36 amendements de ce code électoral. Au sortir des élections de 2020, de 9 février 2020, ils ont proposé un rapport de 124 pages avec plusieurs amendements de ce code électoral. C'est-à-dire, même l'organe en charge des questions électorales et référendaires même dit ce code n'est pas bon. On s'est retrouvé plusieurs fois avec les partenaires au développement, mais on ne dit pas qu'il est totalement mauvais également. Il y a des éléments dans ce code qui sont à améliorer. Qu'est-ce que vous dites alors finalement? Permettez, si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Non, pas vraiment, c'est pas clair. Oui, je suis en train de dire ceci. Je vous prends deux exemples, je vous prends une image. Je vous dis, il y a effectivement, on n'a pas dit qu'il faut l'éradiquer ce code. Il faut améliorer effectivement des éléments qui ne permettent pas la dévolution facile du pouvoir. Et je ne vais pas revenir sur ça, vous êtes universitaire, vous connaissez au moins quelle question. Vous parlez d'un toilettage, justement. De toilettage, c'est ça qu'il est question. Qu'il faut effectivement améliorer. Il y a d'autres éléments. Je vous prends un simple élément. Vous prenez par exemple l'ECAM. La loi vous dit en son article, il me semble, 176, qu'en matière d'affichage électoral, en matière de gestion des campagnes, de financement, c'est l'ECAM qui en assure la chose. Mais l'ECAM ne peut pas imposer aux mairies, voyez-vous, ce qui doit être fait. Or, il faut trouver un instrument coercitif qui permettrait effectivement que la loi... C'est pire. C'est pire. Voilà. Docteur Nké, vous savez quelque chose. Donc il faut trouver un élément comme ça qui va permettre au moins de pouvoir avancer. Donc c'est ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu. Maintenant, pour revenir à votre question, non, l'agitation du RDPC est inhérente effectivement aux méthodes anciennes qui sont les leurs. C'est-à-dire le logiciel est bloqué. Ils ne veulent pas avancer. Si vous avez des gens qui ont géré le pouvoir pendant 60 ans aujourd'hui, honorable Dieudonné Selamour, vous connaissez un peu de quoi il est question, qui sont habitués au parti unique, aujourd'hui ils ont peur du débat public politique. Voyez-vous, qu'ils viennent au débat. Si on dit débattons, ne combattons pas, et que vous refusez le débat, ça me pose un problème. Et que vous avez quand même les intellectuels qui veulent accompagner ce genre de questions, ça nous pose un réel souci. Nous sommes dans quel environnement? La démocratie, si on dit la démocratie, je parle sous le contrôle du docteur Nké, c'est quand même un certain nombre de valeurs. La démocratie est une valeur. Et il y a un certain nombre de valeurs qui accompagnent la démocratie, au rang desquelles l'état de droit, c'est-à-dire le respect des règles qu'on s'est soi-même autorisé, fixé. Donc il y a ce genre de choses. Et en l'espèce, il nous semble que non. Et si vous prenez même le statut des partis politiques au Cameroun, la Constitution, en son article 3, alinéa 1, vous donne quel est le statut des partis politiques. Et si vous prenez même les missions des partis politiques, ça c'est en sociologie politique, je vous l'apprends. Quelles sont les missions des partis politiques? Donc vous ne pouvez pas remettre en cause, n'est-ce pas, les partis politiques qui, eux, sont ici dans une fonction de socialisation des membres qui sont les siennes, ou du moins qui sont en permanence un instrument de pouvoir accéder au pouvoir, menacer effectivement l'ordre public étatique, qui lui n'a pas vocation à ce que les choses changent, dit non, vous n'avez pas fait un travail, vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire quand même. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, il s'agit d'encourager, de féliciter, vous universitaires, associez-vous à cette dynamique nouvelle quand même, sauf si le système en l'espèce vous arrange quand même. Tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur la cartographie qui a été faite ici, tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Il faut évoluer, et si on veut intégrer la démocratie avec toutes ses valeurs, il faut être soi-même démocrate. Alors, honorable Samuel Motte, pour revenir sur le cas du sous-préfet de Yaoundé, le premier qui a fait éruption dans cette salle, il faut
éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur cette question démocratique. Est-ce que la démocratie obstrue le respect des lois de la République? Parce que c'est très important également de soulever ce pan, parce que est-ce que le sous-préfet était-il dans son rôle? Est-ce qu'il a outrepassé ses rôles, ou alors il a fait l'application, la stricte application des lois de la République? Le président Paul Biya m'a répété, il faut laisser le... Non, là c'est Mitterrand, il faut laisser le temps au temps. Et le président de la République, son excellence Paul Biya, ajoute: le temps sait souvent apporter des solutions à certains de nos problèmes. Je commence par là pour pouvoir vous dire que pendant un moment, nous avons eu des difficultés à débattre sur les plateaux pour ce qui est de savoir qu'est-ce qu'est effectivement la loi, notamment en ce qui concerne la loi sur les libertés publiques. Il y a une définition toute récente qui nous vient des États-Unis et que je voudrais également vous rappeler ici. Joe Biden, au sortir de l'élection, avec tout le désordre qui a été créé autour de ça par son prédécesseur, il a dit exactement ceci: s'attaquer aux institutions républicaines correspond à une démarche insurrectionnelle. Tout ce qui a tendance à remettre en cause... Honorable, est-ce que vous pouvez dire ton rôle? Répondez à la question. J'en viens. Voilà. Tout ce qui a tendance à remettre en cause les institutions de la République constitue ce qu'on appelle une insurrection. Et il va plus loin en ajoutant, en disant qu'il n'y a pas de démarche insurrectionnelle pacifique. À partir du moment où j'ai déclamé, où j'ai cité ce président de la République-là, je peux maintenant commencer à développer. Pour pouvoir dire que même en 1789, on a guillotiné le roi, période libertaire par excellence. On s'est apprécié dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à ajouter, article 4, il y a une limite à la liberté. Et dans le cas de notre corpus constitutionnel, on reconnaît effectivement qu'il y a des droits fondamentaux, mais quelque part, il y a un certain nombre de restrictions qui se sont apportées pour tenir compte également du fait qu'il y a une liberté publique à préserver, il y a des droits publics également à sauvegarder. Et dans le cadre effectivement de ce cheminement-là, il y a une loi qui existe chez nous qui réglemente les conditions dans lesquelles on doit manifester au Cameroun. Les conditions dans lesquelles on doit se réunir, puisque l'Assemblée fait une différenciation tout à l'heure entre le droit de manifester et le droit également de réunion. Et cette loi dit exactement qu'il y a une démarche administrative à faire. Laquelle, honorable? Pardon? Laquelle, honorable? La loi 55. Nous la connaissons. Il faut faire une différence entre les manifestations publiques et les réunions publiques. Et plus encore, nous sommes dans un domicile privé d'une personne publique. Non, allons-y voir. Il y a effectivement une loi qui vous demande, lorsque vous voulez faire une réunion, vous voulez faire une manifestation, que vous fassiez une déclaration de manifestation à une autorité compétente, républicaine. Et à partir du moment où cette autorité républicaine a reçu votre déclaration à manifester ou à vous réunir, il a la latitude de vous dire que la manifestation peut ne pas avoir lieu. Bien entendu, obligation lui est faite de vous donner un récépissé. Là également, dans le cadre d'une démarche républicaine de transparence, parce que si on n'avait pas inscrit ce récépissé-là dans la loi, un sous-préfet à qui on prête beaucoup d'intention aurait peut-être une possibilité de dire « moi je n'ai jamais reçu votre déclaration ». Donc cette obligation lui a été faite. Maintenant, quand tous les éléments qui le conduiraient à dire effectivement la manifestation n'est pas porteuse de germes qui pourraient être amenés à faire préjudice à la tranquillité sociale, il y a deux grilles d'analyse, deux, pas plus. Premièrement, c'est votre bonne foi. Je vous rappelle que le président Joe Biden a dit toute manifestation qui concourt à remettre en cause les institutions républicaines, elle est forcément insurrectionnelle. La deuxième chose de la grille d'analyse, c'est le fait du précédent. Est-ce que dans une situation similaire, quel a été souvent le comportement des acteurs? Si vous êtes de bonne foi et que votre antériorité plaide pour vous, il n'y aura aucune raison qu'on puisse mettre en trave à une réunion que vous envisagez. Dans le cas d'espèce, je vois bien que Nyom Congo veut être joué en nuance, sauf que par moment il se perd. Quand il dit effectivement qu'en ce qui concerne le code électoral, nous pensons que malgré tout,
c'est tout de même un code qui par ailleurs nous a fait gagner un certain nombre de sièges au Parlement. On doit également admettre que se fondant sur ce genre de propos, on peut également être tout en nuance quant à savoir effectivement si on peut continuer une manifestation. On peut on est perdu à quel niveau, honorable? C'est vous qui êtes perdu apparemment. S'il vous plaît, vous laissez terminer. Terminez, honorable. Terminez. Si on peut être amené à faire une manifestation ou ne pas faire une manifestation, dans le cas d'espèce, effectivement, c'est la loi qui est formatée de cette façon-là. Et sur la base de cette loi, effectivement, une autorité administrative peut être amenée à dire la loi telle qu'elle existe aujourd'hui ne nécessite pas nécessairement des manifestations violentes comme celle-là. Et compte tenu du fait de ce que, par le passé, en ce qui concerne au moins cette coalition-là qui se dessine, c'est pour ça que j'ai fait inflexion à sa parole tout à l'heure, il y a parmi les acteurs en présence ceux qui reconnaissent qu'il y aurait certainement un certain nombre de vertus, mais qu'il y a également à l'intérieur de cette coalition-là un certain nombre d'acteurs, notamment le MRC, qui à un moment donné a dégénéré à l'élection parce que cette élection-là ne peut pas être possible avec la législation actuelle. Qui, par ailleurs, le MRC, au sortir de 2018, a organisé un certain nombre de manifestations dont le but principal était de remettre en cause les institutions républicaines. Fort de cela, le fait du président ne plaide pas pour eux. Et également, très souvent, quand ils ont dit qu'on fait une manifestation non violente, je vous rappelle ce que Joe Biden a dit, une démarche insurrectionnelle ne peut pas être qualifiée de non violente. Alors, Jean Bosco Talla, sur cette question des lois et libertés, il faut quand même reconnaître que lorsque ça se passe où une réunion se tient au siège d'un parti, c'est différent. Lorsque cette même réunion se tient dans un domicile privé. Et là, quand même, il y a quand même une nuance à apporter à ce niveau par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que, conformément aux normes, les initiateurs de cette réunion ont respecté la loi? Je veux un peu répondre à l'honorable Mott, tout en lui disant qu'il est en plein sophisme. En réalité, c'est en plein sophisme. Je le dis étant acteur directement, parce que la loi est claire là-dessus. Lorsque toutes les conditions de forme sont respectées, le sous-préfet n'a aucun droit. Je vous dis aucun. Taisez-vous, je vous en prie. Il dit que lorsque les conditions de forme, il a dit de forme. Oui, taisez-vous. Non, mais ne dites pas laissez-moi parler. Ok, d'accord. C'est encore plus poli. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce que la loi donne la liberté d'expression à un député. Est-ce que je peux parler? Allez-y. Allez-y, mais pas taisez-vous. Ne répétez pas taisez-vous. Alors, il est d'autant plus en plein sophisme que nous avons fait condamner les sous-préfets de Yaoundé 1 et de Yaoundé 2 pour avoir interdit les réunions publiques que c'est la règle. Elle est républicaine cette fois-là. Cela veut dire que quoi? Cette jurisprudence germinale qui existe, elle est claire parce que la réunion publique est définie comme une réunion qui est tenue dans un lieu public ou dans un lieu ouvert au public. Il se trouve que les réunions que les partis qui ont tenu une réunion au siège de l'UDC n'étaient pas ouvertes au public. C'était une réunion entre personnes qui voulaient atteindre un objectif. Donc, ils n'avaient pas l'obligation de faire une déclaration de réunion publique. Parce que cette réunion n'était pas ouverte au public. C'est clair et c'est net. Vous n'allez pas me dire, honorable Mott, que quand vous allez organiser l'anniversaire de votre fille dans votre maison, en invitant votre famille, les membres de votre famille, vous allez déclarer cette réunion au monsieur. Mais le sous-préfet que nous avons rencontré d'ailleurs après cet incident, nous sommes allés vers lui pour un peu s'enquérir de la situation. Il nous a déclaré que cette réunion n'a jamais été interdite.
et qu'il est allé amicalement dans cette salle, rencontrer les initiateurs, discuter avec eux. C'est parce que la loi lui a été opposée. Le professeur Maurice Kamto, l'honorable Cabral Libi et Madame Toumano. Ils ont discuté gentiment et il a laissé la réunion se poursuivre. C'est ce qu'il nous a dit. Bon, si la réunion n'a pas été interdite, nous n'avons pas de... Disons, le problème ne se pose pas alors, si la réunion n'a pas été interdite. Ça veut dire que le sous-préfet a respecté la loi. Mais ce que je voulais dire directement, c'est que la jurisprudence germinale, aujourd'hui, qui est devenue définitive, disent que le sous-préfet, donc l'autorité administrative, ne peut pas interdire une réunion publique lorsque les conditions de forme sont respectées. Lorsque les organisateurs ont organisé... J'aimerais bien revoir cette loi-là. Oui, cet arrêt. Oui, c'est déjà là, puisque nous avons eu gain de cause. Les sous-préfets de Yaoundé 1 et de Yaoundé 2 ont été condamnés. La jurisprudence existe en ce qui concerne les réunions publiques. Et il faut bien faire la part des choses entre réunions publiques et manifestations publiques, qui obéissent à deux démarches différentes. C'est pratiquement la même loi, mais à deux registres différents, à la seule différence que la latitude est donnée au sous-préfet lorsqu'il s'agit des réunions publiques, de manifestations publiques, soit d'interdire, soit d'indiquer un autre lieu pour que la manifestation ait lieu. Ça, c'est l'article, si ce n'est pas 8.2 de la loi que vous avez cité, concernant le régime des manifestations publiques. Alors, de réunions publiques. On va peut-être vider cette question sur la loi, l'interdiction, et puis pour aller dans le fond de cette initiative. D'abord, avec vous, pour que vous essayiez de nous apporter un peu plus de précision. Dans le cas où une réunion pareille élargie aux autres acteurs, parce que là, il ne s'agissait pas d'un seul parti politique, il y avait plusieurs partis d'opposition. Est-ce que cette activité ne devient plus donc une activité publique et donc conforme à la loi et devrait être déclarée? Bon, déjà, dans la sociologie des rapports humains, il faut bien savoir que dans le contexte politique, il n'y a aucune réunion privée lorsqu'il s'agit des hommes publics. Une fois qu'on est un homme public, il faut savoir que la société s'intéresse à tout ce que vous pouvez poser comme acte. Et je voudrais pour cela dire, pour entrer déjà en arrière, qu'en matière de code électoral, lorsqu'on veut réfléchir sur une modification ou une révision, il faut retenir qu'aucune loi n'est statique, aucun code n'est permanent. Lorsqu'on a donc une mutation au niveau des populations, lorsqu'on a un foisonnement d'idées pour ramener à un contexte des évolutions qu'on peut admettre dans les pratiques qui sont en cours, il est indiqué et même recommandé qu'on procède à des révisions. Maintenant, il faut simplement qu'on définisse qui a qualité à réviser et qui a autorité à réviser. Ça, c'est ce que je voulais ramener comme précision. Sur la descente du sous-préfet à cette réunion, heureusement, le rectificatif a été porté. La manifestation n'a pas été interdite. Le sous-préfet, dans son territoire de commandement, est tenu d'être au courant de tout ce qui se passe dans son unité administrative. Il va donc de soi que la qualité des personnes qui se sont retrouvées, ça pouvait être une initiative privée, ça pouvait être une rencontre hasardeuse, c'est-à-dire informelle. Ils peuvent bien se rendre visite. L'un peut dire, dans toute coïncidence, je vais chez un tel et on se retrouve. Mais regardons sous un angle sociologique. Quand vous êtes dans un quartier donné et que vous avez un individu qui a une réputation de gangster, lorsque vous le voyez déjà traîner autour de certaines habitations, vous attirez l'alerte des uns et des autres pour dire mais attention, voilà une personne qui a une mauvaise réputation et qui pourrait donc susciter l'objet d'un certain type de menace en termes de criminalité. Donc aujourd'hui, on voit des acteurs politiques. Le sous-préfet est tenu d'être au courant uniquement parce que la réunion dite informelle n'a pas été déclarée conforme aux dispositions pertinentes de la loi de 90-055 de Qui est le brigand parmi là? Je vous ai pas entendu. Qui est le brigand? Vous avez dit un brigand? Il est dans une société donnée, oui, dans un quartier. Oui, quand vous voyez... Donc je ne parle pas de votre réunion, je parle... En général. Je donne un cas de figure. Quand vous voyez... Donc ça veut dire quand vous, dans votre quartier, vous apercevez quelqu'un qui a la réputation d'être un brigand. Qu'est-ce que vous faites? Qui est donc brigand dans ce cas? S'il vous plaît, je vous ai pris un exemple de comportements sociaux. C'est ce que j'ai pris comme exemple. Pour vous dire que lorsque vous avez des hommes publics qui font une démarche,
Si avait été Samuel Eto'o qui entrait dans un supermarché, ça allait faire le buzz également. Vous allez voir que la personnalité publique de Samuel Eto'o allait attirer les foules. On appelle cela des comportements sociologiques. On voulait donc dire que sur le plan administratif, l'autorité se doit de prendre même des mesures conservatoires, même de manière informelle, pour pouvoir permettre à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit l'honorable tout à l'heure, certains individus ont été identifiés comme étant dans leurs activités antérieures promoteurs d'un certain type de comportement qui soit anti-loi. Donc, ces comportements peuvent être à tout moment être un facteur de risque à la liberté, laquelle liberté aujourd'hui est limitée lorsque la loi vous est à donner de devoir faire une manifestation, une réunion. Ce qui veut donc dire qu'on a laissé donc ces différents acteurs s'exprimer. Nous sommes au courant de ce qui s'est dit, ce qui veut donc dire que la démocratie fonctionne. Donc, on n'est pas dans une forme de maquis. Mais par contre, je vais chuter par là pour dire que le plus important, c'est d'éviter tout ce qui est instrumentalisation des actes que posent les acteurs politiques. Aujourd'hui, dans leur rapport sain, dans leur démarche saine, ils ont démontré qu'ils voulaient apporter leur contribution à l'amélioration du processus électoral de notre pays. Et c'est ça, le volet de cette initiative que moi je soutiens et que j'encourage. Docteur Federinke. Je suis vraiment outré quand j'entends un universitaire débiter des sottises. Excusez-moi le mot. C'est-à-dire que nous, ce pays est en train de s'enfoncer comme ça dans la boue, dans la brousse, à cause des universitaires qui, pour des prétextes de nourriture, vraiment simplement, ils occultent même la valeur de l'université. C'est-à-dire que quand vous voyez un type qui vient là, vous l'invitez, vous dites qu'il est spécialiste. Non, il faut lui dire que c'est le complice. Un type non, je dis un type en général, j'ai le droit de dire un type quand même. Ouais, un type, c'est péjoratif, docteur. Ah bon, hein? Oui, tout à l'heure, en référence à Kamto, parce qu'il vous soutient. Il a dit que non, il n'a pas dit ça. Non, il vient de dire qu'il vient de le dire. Quand on identifie les individus qui ont... Nous sommes en français quand même. On l'a compris. Alors, monsieur Bouba, il faut que vous sachiez que quand vous invitez, vous dites qu'il est spécialiste, mais complice du RDPC. Il faut que les gens soient clairs. Alors, quand il dit tout à l'heure... Il y a Marc Nul, hein? Non. Quand il dit tout à l'heure que nous savons... si votre secrétaire de la communication était là, lui qui connaît le style, il allait identifier effectivement ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que quand nous savons ce qui s'est dit, c'est-à-dire qu'il est là, il assume son appartenance à la clique qui gouverne, quoi. C'est ça. En réalité, ce que veut dire, c'est que l'honorable a dit quelque chose de très intéressant, c'est que il faut vraiment que les gens soient de bonne foi, n'est-ce pas? Parce que c'est fondamental. C'est très bien. Ce que veut dire donc, c'est que si vous êtes de mauvaise foi, comment vous allez être capable d'identifier qui est de bonne foi? Si fondamentalement, si vous êtes de mauvaise foi, comme c'est le cas, comment vous allez donc identifier celui qui est de bonne foi? Je vais continuer, vous allez répondre. Très bien, merci. Parce que tout à l'heure, vous avez semblé dire que, oui, et je suis outré, chaque fois vous faites vos choses, vous dites que le président de la République a fait ci, est-ce que vraiment, dans sa volonté, est-ce qu'il est d'accord qu'on change le cours des résultats? Qu'est-ce qu'il en sait? Ils ne sont pas ici dans l'autocratie, nous sommes ici dans la démocratie. Il doit écouter le peuple. On n'est pas là pour suivre sa volonté, monsieur. Ce n'est pas un dictateur qui est venu conquérir un territoire. Nous sommes en démocratie, ça suppose quoi? Ça suppose que sa volonté est la matérialisation de l'intérêt général. Il n'a rien en lui. Il a tout des Camerounais. Il n'est pas là parce qu'il a conquis un territoire, il est un souverain, parce qu'il a permis le pays de s'instituer dans de longues traditions, au point où il est devenu un roi. Bouba, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que, fondamentalement, ce qui se joue là, c'est que si vous voyez tout le remue-ménage, c'est parce que Kamto était présent. Et Kamto, c'est vraiment la bête noire des incompétents. C'est la bête noire des incompétents parce que quand vous causez avec ce type, quand vous discutez avec lui, moi je suis allé avec lui. Vous avez déclaré votre proximité avec Kamto? Non, je n'ai pas déclaré. Ne lui demandez pas de le faire lui aussi. Ce qu'il veut dire, c'est que je suis allé chez Kamto. Je vais vous dire donc. Je suis allé chez Kamto, le président Kamto, pas pour faire allégeance, c'est pour comprendre. Parce que mon rôle, c'est un peu écouter les acteurs. Et dans ces conditions-là, je sais prendre mes distances, mais je ne sais pas m'aliéner, être un larbe. Ce qui se passe devant ce plateau, c'est qu'il y a un type qui est universitaire, mais qui est le larbe des gens qui sont incompétents, incapables de diriger, et qui trouvent le moyen toujours de museler, de phagocyter l'entendement, la vision que nous avons de notre pays. Ce que veut dire surtout, c'est que ici, vous avez dit plein de choses, mais vous êtes dans
dans une amnésie totale. Excusez-moi, c'est pas une insulte. C'est que politiquement, moi j'ai l'habitude. Politiquement, vous avez fabriqué le consentement. Et la fabrication du consentement fait en sorte que vous refusez absolument de vous référer à l'histoire. L'histoire ici, c'est quoi? C'est que vous ne voulez même pas qu'on parle d'un débat politique. Regardez ce que Joseph Muirba a voulu faire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un débat ou c'est pas un débat? Non, c'est parce que... On ne débat pas? Non, on ne débat pas. C'est pas ça le cas ici. Ici, c'est réglementé par les médias. Donc, ça, c'est autre chose. J'ai dit, par rapport à ce que vous voulez condamner là, c'est-à-dire que les gars qui s'organisent pour impulser un débat, Joseph Muirba à l'Assemblée nationale, il a son tort, son crime, c'est qu'il a voulu initier un débat sur la crise de Nozo. On l'a persécuté jusqu'à ce qu'il a fui. Voilà le régime du président Paul Biya. Ne faites pas en sorte que les populations, heureusement parmi vous, il y a des gens qui comprennent qu'il faut changer ce logiciel-là. J'ai causé avec les gens qui sont moins intégristes que ceux qui sont aux avant-postes. Le contrôle social asfixiant que vous imposez aux Camerounais ne permet rien. Donc les lois du fait accompli que vous voulez imposer aux gens là, on doit les changer. Ce n'est pas parce que la loi est mauvaise qu'on doit la prendre comme un exemple. Il faut changer les lois, monsieur. Et c'est ça qu'il faut. Et au-delà même du code électoral, il faut changer toute la constitution. Et il faut revoir le statut de l'État. C'est que vous êtes pour ce toilettage. Non seulement le toilettage, il faut revoir le système général dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que la structure juridique, la structure économique, sociale et tout ça, toutes ces valeurs-là, ces fausses valeurs-là, on doit les balayer et imposer quelque chose de nouveau pour que le Cameroun décolle. Actuellement, là, on ne peut pas se développer avec ça. Petite précision. Je vais apporter une petite précision. Et peut-être, c'est pas mal au modérateur, mais pour recentrer le débat. Je me rends compte que nous nous écartons du débat qui nous réunit et qui pouvait être bénéfique aux partis de l'opposition et également à ceux qui nous gouvernent. La question qui a été posée, je souhaite, de mon point de vue, que nous restions dans ce... et que nous ne digressions plus pour qu'en réalité, en fin de compte, le téléspectateur ne retienne plus rien de ce que nous avons dit. Alors, une telle initiative, moi je vous relance. Maintenant, la question maintenant que vous avez posée était quelle est l'efficacité d'une telle initiative? D'une manière ou d'une autre, si nous recentrons sur cette initiative, je pense que ce sera plus profitable aux téléspectateurs, à ceux qui nous écoutent, que lorsque nous digressons vers les libertés. Vous l'avez déjà dit. Ce n'est pas une digression. C'est un débat qui est au cœur de plusieurs débats. Allez-y. Cela dit. Non, mais il faut que c'est une loi. S'il vous plaît, allons-y. Cela dit. Je vous en prie. Je vous en prie, s'il vous plaît. Cela dit, je reviens à ce que le représentant du PCNN a dit tout à l'heure, qui est pour moi au cœur quand même de la démarche entreprise par les partis d'opposition, les 8 partis qui se sont réunis autour de la question du code électoral. Le représentant du PCN nous a dit qu'en réalité, qu'il s'agit d'un regroupement thématique. Ça, c'est son mot, il s'agit d'un regroupement thématique. Et tout regroupement thématique, comme je l'ai dit, fait partie de la tactique et non de la stratégie. Il faudra l'admettre, c'est comme ça. La tactique est un élément stratégique. La tactique découle. La tactique, non, il ne faut pas raconter, il ne faut pas que nous racontions n'importe quoi. Parce qu'en réalité, les stratégies, c'est un niveau supérieur, alors que la tactique est un niveau opérationnel. Ça, il faudra le dire. Alors, ce que j'ai dit jusqu'ici et qu'il veut contester, malheureusement sans argument, c'est que la démarche que les partis politiques, la démarche tactique que les partis politiques ont initiée, laisse penser que cette démarche tactique ne découle pas d'une stratégie de conquête de pouvoir. Parce que si elle découlait d'une stratégie de conquête de pouvoir, cette démarche stratégique, je vous en prie, cette démarche stratégique devait être un axe stratégique et la question qui devait être posée était celle-là. Est-ce que le code électoral actuel, est-ce que l'objectif code électoral est prégnant? Est-ce que c'est ça la principale préoccupation autour de laquelle les Camerounais peuvent se battre? Est-ce que c'est la guerre au Nozo ou bien est-ce que c'est les autres problèmes que vivent les Camerounais au quotidien? C'est là les politiques ont choisi le code électoral. Ça peut donner l'impression, en réalité,
que ce qui intéresse les politiques, leur accès au pouvoir, et c'est une perception qu'on peut avoir, c'est leur accès au pouvoir, aux commandes, par rapport aux autres préoccupations de la société. Ça, c'est le problème de fond que je... Alors, honorable Samuel Mott, on dit qu'on est tous d'accord, s'il vous plaît, je vous donne la parole, c'est moi qui partage, qui distribue la parole. Vous n'allez pas m'imposer de vous la passer quand je n'ai pas prévu de vous la passer. Donc, je pose la question à l'honorable Samuel Mott, oui, pour la démocratie, mais dans le strict respect des lois de la République. Oui. Je suis tout à fait heureux de voir que vous reposez le problème parce qu'il a voulu recentrer là tout à l'heure, sauf que là également je me suis posé un certain nombre de questions. Il dit, à partir du moment où les conditions de forme sont respectées, plus personne ne peut interdire la loi, ne peut interdire la manifestation. S'il y a un article du code, qui précise également que sur un certain nombre de conditions, le sous-préfet, qui est ici l'autorité compétente, légale, républicaine, peut faire une objection, l'objection sera faite même si les conditions de forme ont été réunies. Et je rappelle également, parce que là également ils veulent faire le distinguo entre les manifestations et les réunions, la loi de numéro 90-055 parle bien des règles fixant des régimes... On va changer la loi. Mais vous avez le droit. Mais vous avez le droit dans le cadre... Pour empêcher les gens de parler. C'est pour empêcher les gens d'évoluer. L'inertie, les gens n'évoluent pas. On va changer ça. Tout à fait, docteur. Le pays, là, ne vous appartient pas. On va changer. Vous avez le loisir, dans le cadre d'une démarche républicaine... On ne va pas attendre l'Assemblée nationale. Pour le moment, quand l'honorable lise même les articles 2 et 3 de la loi... Il ne s'occupe que de ce qui les intéresse. Les articles 2 et 3 de la loi qui imposer notre statut aux gens. Qui lisent même les articles 2 et 3 de la loi qui S'il vous plaît, vous n'allez pas... Cette loi-là... Non, qui lit les articles 2 et 3 Vous laissez le... Cette loi-là parle effectivement... Changeons le pays. La loi, tout ce que vous lisez, ça énerve un peu. Parce qu'on veut évoluer. Il faut dire à vos gens du RDPC que le pays est en train de s'enfoncer. Vous nous avez parlé des lois ici à Yaoundé. Les gens meurent au Nozo. Qu'est-ce que la loi là va venir nous aider? Ok, docteur Fridolin Kay, s'il vous plaît. Cette loi là parle effectivement du régime de réunion et de manifestations publiques. Réunion et manifestations publiques. Et qui dit en son article 4, effectivement, qu'il y a un récépissé, mais également dans le cadre d'une démarche vertueuse que j'ai précisé tout à l'heure. Parce qu'autrement dit, si ce récépissé n'est pas donné de manière immédiate, le sous-préfet pourrait tendance à se dérober en disant de toutes les façons, moi je n'ai pas vu une déclaration de manifestation chez moi, comme on lui prête toutes les intentions du monde. Mais également à l'article 8, il est bien précisé que, sous un certain nombre de conditions, oui, le sous-préfet, autorité compétente républicaine, peut effectivement dire les conditions ne sont pas réunies pour faire la manifestation. L'autre alternative, mais ce n'est qu'une alternative parmi deux, est de dire également les conditions dans lesquelles, ou alors le trajet que vous avez voulu emprunter pour faire est susceptible de créer des troubles à l'ordre public. À ce moment-là, on peut changer de disposition, mais ce n'est qu'une alternative. Et donc là également, il a un droit pour pouvoir le faire. Maintenant, je voudrais revenir à ce que Dr Nkey dit tout à l'heure. Il dit tout à l'heure. Vous avez effectivement tout le loisir du monde de pouvoir faire toutes les formes de modifications que vous voulez, à condition que vous l'inscrivez dans le cadre d'une démarche républicaine. Et je rappelle également qu'il est ponctué de séquences, et notamment une séquence élective. À partir du moment où vous avez fait, en disant que votre projet de loi, votre projet de société comporte en son sein le fait également que vous allez dire que dans un pays on peut tout casser, on peut manifester comme on veut, à ce moment-là, vous attendez que vous soyez majoritaire dans ce cadre-là pour pouvoir l'implémenter par la suite. Mais je voudrais également qu'il soit moins... Pour terminer. Qu'il soit moins fanatique dans tout ce qu'il fait. Nous sommes ici dans le cadre d'un débat. Je voudrais qu'il enregistre une fois pour toutes que tout ce que nous mettons sur la table, ça rentre ce que j'appelle le champ des possibilités dans lequel il y a un certain nombre de personnes qui vont venir se servir. Si majoritairement, dans l'ensemble des idées que nous avons émises sur un plateau de télévision, dans le cadre d'un débat public, dans le cadre évidemment d'une élection, d'une campagne électorale, tout ce que nous mettons, il n'y a pas de vérité révélée là-dedans, monsieur, il faut également l'admettre. Il n'y a pas de science infuse dans tout ce que vous faites comme déclamation. Nous avons un certain nombre d'idées que nous mettons
sur la place du débat, s'il vous plaît. Sur la place du débat, et effectivement, on verra l'idée majoritaire à un moment donné. À partir du moment où il y a une majorité qui s'est dessinée, vous souffrirez le temps nécessaire que vous soyez majoritaire pour pouvoir tout casser. Voilà, on va faire un dernier tour de table sur cette question. On commence par vous. La loi est dure, mais c'est la loi. Il faut la respecter, Christian John. Bouba, permettez-moi que je puisse rappeler un peu les articles 2 et 3 de cette loi, effectivement, que l'honorable a refusé de citer. Parce que c'est là le fondement juridique, n'est-ce pas, des manifestations publiques et des réunions publiques au Cameroun. Il a omis ces articles. Effectivement, la loi a tout prévu. C'est pour ça que le sous-préfet, par la suite, est venu vous dire « je suis seulement allé causer avec eux ». Parce qu'il sait qu'il a violé la loi lui-même. Et même, allons au-delà même. Prenons l'article 51. L'article 2 déjà. L'article 51, alinéa B, des directives de l'Union africaine en matière de liberté. Vous savez bel et bien que les conventions sont au-dessus de loi nationale. Elles sont supranationales. Voilà, elles sont supranationales. Que dit l'article 51, alinéa B? On dit effectivement que même si une réunion n'est pas déclarée, elle n'est pas illégale. Voyez-vous, si on veut être démocrate et si on a souscrit un certain nombre d'instruments au rang desquels la CADEC, il faut vraiment s'y faire. Il faut, je vous ai dit, les directives de l'Union africaine en matière de liberté qui découlent effectivement de l'explication de la CADEC en son article 51 alinéa B. On ne doit pas les fouiller. Maintenant, je reviens sur la question posée, Bouba. Vous voyez bel et bien l'agitation de l'honorable Moud qui est fait sur ce plateau, voyez-vous, en espérant qu'il va retrouver les populations qui l'ont élu, parce qu'on est à sa recherche depuis un an désormais, c'est pas où il se trouve. Donc, dit effectivement que ce régime est en agonie. Parce qu'un élément comme celui-là, il a fait référence tout à l'heure au président Kamto en faisant une fixation sur le président Kamto honorable. Vous savez bel et bien ce que dit ce proverbe d'Ogbele, que le papaye n'a jamais demandé à avoir des épines sur lui. Ne donnez pas des épines au papaye. Voyez-vous, je crois qu'on s'est compris. Je n'ai pas très bien compris. Donc, en fait, vous en faites une publicité, tout un focus sur quelqu'un qui ne vous demande pas à la voir. Non, on n'a pas fait de fixation. Et pourquoi cette fixation même et là, je regrette effectivement maintenant la loi, parce que je veux qu'on sorte de par là, et pour édifier nos téléspectateurs, moi j'ai là en face des dispositions générales, chapitre 1er, sur les réunions publiques. Donc, article 2 a un caractère public. Attends, je vous donne cela ici. Toute réunion qui se tient dans un lieu public ou ouvert au public. Ça, c'est l'article 2 qui est clair sur cette question. L'article 3 dit, plus loin, les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, sont libres. Et on va encore plus loin, sauf autorisation spéciale, les réunions sur la voie publique sont interdites. Voilà la loi. Ça c'est la loi. Voilà, justement, je crois que Bouba, le débat est clos. C'est la loi auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. Le débat est effectivement clos. Non, il n'est pas clos. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. J'ai convoqué effectivement la loi, les articles, l'honorable n'a pas voulu les lire. Et on va plus loin, on dit que toutes ces réunions doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Bien sûr. À partir du moment où la déclaration préalable n'est pas faite, à partir du moment où elle n'est pas faite, si et seulement j'ai l'impression que vous choisissez ce qui vous arrange. Et M. Samuel Maudu aussi choisit. Non. Ce qu'il arrange. Mais il faut qu'on reste légaliste sur cette question. Vous m'avez coupé, je ne vais pas parler. Effectivement, je crois que Jean Bosco Talla a essayé de vous donner ici le principe que j'ai repris par ailleurs, tout en vous disant, ici on parle des réunions publiques et non des manifestations publiques, parce que là vous êtes allé au-delà, il ne s'est pas ouvert au public. Là nous sommes dans un domicile privé, c'est-à-dire... Le domicile privé peut être ouvert au public. Voilà. Un domicile privé, c'est-à-dire, maintenant il faudrait que cela soit revu. On n'a pas dit que la réunion qui se tient dans la mairie est publique. Honorable Samuel de Delemo. Ouvert au public. Sur cette question, vraiment, on ne va pas discuter. Dès qu'une réunion est ouverte à d'autres membres qui ne sont pas de ce parti, elle devient publique. Voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'on va pas se pinailler sur cette question longtemps là-dessus pour essayer de trouver une raison quelconque. Moi, je veux qu'on sorte par là. Est-ce que, je vous en prie, est-ce qu'une telle initiative, selon vous, est vouée à l'échec, Dr Friedel? Vous savez, nous sommes dans une situation où, normalement, lorsqu'un pays fonctionne suivant les canons requis, qui font un consensus, à partir d'un consensus, on n'aurait pas ce genre de petits détails-là. Parce qu'il y a mieux à faire que de savoir si Kamto est vivant ou mort. Si Paul Biya a sa volonté contre le peuple ou pas. Non, ça, on est au-delà. Parce qu'eux-mêmes, j'ai causé avec lui, j'ai vu quelqu'un qui est dense,
qui est au-delà de ces petites choses. On est reparti. Donc, On a fait la propagande. non, c'est pas la Professeur propagande. de philosophie, c'est la propagande que vous faites. Vous faites la propagande. Ça vous gêne en quoi? On n'est plus dans le raisonnement. Non, Vous faites la propagande. Non, je vous donne mon Admettez. sentiment. La démocratie, c'est la Donc, sincérité. on revient à ce que vous avez dit. Laissez-moi m'exprimer. Nous allons pas faire des débats Monsieur de personnes. honorable. Mais voilà. Mais c'est lui qui commence à Non, faire des débats de non, c'est pas un débat sur personne. Docteur Fridolin-Kay. De même qu'on valorise le président de la République en montrant tous les schémas de Dieu, Vous faites une- de même là, on doit Vous faites une apprécier. affirmation gratuite comme ça, il est dense. Ça veut dire quoi, il est dense? Elle est gratuite, votre affirmation. Vous n'êtes pas mon étudiant. On est Vous même n'êtes pas dans- mon étudiant, on- ni mon professeur. Donc Je je sais serai le jamais français votre que parle. étudiant Donc Fridolin-Kay. laissez-moi donc m'exprimer. Jamais. Oui, là, laissez-moi m'exprimer. Voilà, Si vous retenez-le. voulez savoir les précisions, vous me dites hors antenne. Alors, ce qu'il veut dire, c'est quoi? On doit valoriser ce que nous avons de meilleur. Tout le bavardage qui se fait là, c'est pour tuer ce que nous avons de meilleur. Yeah. C'est ce qu'il veut dire. Alors, dans ces Et conditions, vous êtes il faut... une instance pour pouvoir savoir ce qui est le meilleur. Vous n'êtes pas une Bon, instance. ça vous gêne beaucoup, hein? Non, ça ne me gêne pas. Bon, laissez-moi donc Vous m'exprimer. vous érigez en instance. Un peu Je suis d'humilité. spécialiste des principes. Non, vous n'êtes pas une des instance. valeurs. Monsieur Fridolin-Kay, vous n'êtes pas Bon, une alors, instance. ce que vous dites, c'est quoi? C'est que vous Vous avez êtes posé une professeur, question. peut-être, Si, mais pas dans question. un pays normal, Sortez par là. sur dans ma un question. pays normal, on n'aurait pas toute cette agitation si les gens sont réunis et qui n'ont pas cassé, qui n'ont pas fait beaucoup de bruit, qui sont là en train de discuter à voix basse. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on a mieux à faire. Et, Bouba, il y a tellement de problèmes qui se posent. Regardez notre école. Regardez ce qui se passe avec la drogue partout. Avec les bars mitoyens avec les collèges. Tout ça, ce n'est pas des problèmes. Pour que le sous-préfet aille regarder seulement qu'est-ce qui se passe là-bas dans la chambre là. Donc alors, le vrai problème qui se pose, c'est ça. Il faut que les gens sachent que, au-delà de ces petites subtilités sur lesquelles ils vont s'agripper pour faire rayonner leur envie, leur myopie politique, il faut que les gens aient un regard plus large pour qu'ils puissent arriver à percevoir les principes à partir desquels un pays peut décoller vraiment économiquement. Un pays ne peut pas décoller économiquement lorsque le chef de l'État, parce que le sous-préfet c'est le chef de l'État dans sa localité, lorsque le chef de l'État est occupé seulement à regarder le derrière de certaines personnes, au lieu de regarder qu'est-ce qui fondamentalement va faire rayonner son lieu de commandement. Le commandement, il faut qu'on le rappelle, les gens de l'ENAM là. Le commandement, ce n'est pas l'exercice de piétinement, l'exercice d'ensommeillement, l'exercice de la décrépitude dans les principes qui gouvernent un peuple. Le commandement, c'est faire rayonner autour de soi la joie, le bonheur, et non pas avoir le goût fade et sadique de celui qui n'est content que lorsque une résistance cède. Paul-Éric Mbolo, quelles sont les chances de reçu d'une telle initiative? Alors, déjà, il faut admettre que pour qu'on ait une chance, s'il vous plaît, pour qu'on ait une chance, il faut vraiment qu'il y ait une initiative. Et la deuxième approche, c'est de respecter les conditions de la loi qui permettent à ce que des rencontres et des réflexions puissent croître et puissent être portées vers des instances qui seront prises en compte. Il faut savoir qu'en réalité, nous avons le malheur de vivre avec des personnes passionnelles et qui donnent toujours une attitude passionnée de tout ce qui est fait sur la scène publique. Aujourd'hui, il faudrait pouvoir à un moment donné s'attarder lorsqu'il s'agit d'apprécier un acte pour qu'on puisse apprécier au moins 3 éléments. 1, l'élément moral. 2, l'élément juridique et l'élément de scientificité qu'on peut donc apprécier lorsqu'il s'agit d'avoir des arguments qui puissent gouverner un État. Lorsque vous voyez le comportement des initiateurs des forces alternatives qui souhaitent gouverner ce pays, nous comprenions que nous sortons totalement d'une sorte d'objectivité. Comment vous parce êtes sûr de ça, Monsieur Nkey, la fonction d'écoute est gratuite. Vous comprenez? S'il vous plaît. La fonction d'écoute est gratuite. Je vous félicite de pouvoir faire cela une règle pour vous. Je vous remercie. Alors, il faut donc retenir que chaque fois qu'on se retrouve dans un cadre où on doit apporter une réflexion, la première chance de réussir, c'est d'inscrire dans une humilité pour écouter son vis-à-vis afin qu'on puisse évoluer ensemble. Sur ce plateau, je me réjouis que nous soyons tous Camerounais. L'avenir de ce pays nous concerne, nous tous, monsieur Fridolin-Kay. Nous avons des enfants. On voudrait voir quel pays offrir à ces enfants. On ne peut pas donc se mettre dans une radicalisation totale de contestation. Il y a quand même des choses qui peuvent être bien faites dans un État. Et ce n'est pas parce qu'on peut avoir un raisonnement qui soit contraire au vôtre que veut dire qu'on est partisan.
apprenons quand même à respecter le niveau d'honnêteté de tout un chacun. Donc pour cela, ne faites pas des procès d'intention aux gens lorsque vous voulez que les choses changent. Quel exemple vous donnez vous-même? Je veux répondre à M. Bouba pour dire que les chances de réussite résident dans le respect de la morale, de la loi et de la valeur scientifique. Le bon sens est la chose la mieux partagée. Il va de soi que lorsqu'on décide de devoir évoluer dans un État, il faudrait d'abord qu'on sache quelles sont les règles qui fondent cet État. Je chute en vous disant, quand on parle du code électoral, est-ce que vous savez que dans ce pays, l'opposition a eu la majorité à l'Assemblée nationale un jour? Est-ce que vous le savez? En 1992, le RDPC n'a pas eu la majorité. C'est l'opposition qui a eu la majorité avec 92 députés. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette force? Ok, d'accord, on va sortir par là. L'honorable, c'est vrai que vous avez le droit à la parole, mais là, c'est à l'hémicycle. Je vais vous donner 30 secondes pour la fin, mais je voulais d'abord poser cette question à Jean Bosco Jean Bosco Talla, autant pour moi, sur les chances de réussite d'une telle initiative, et surtout quand certains initiateurs sont pointés du doigt de leur connexité avec le pouvoir en place. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ces personnes jouent un double jeu et pour torpiller un tel projet? Je plains la réponse de M. Talla. Non, je plains sa réponse. Non. Alors, ce que je veux dire au départ, comme ils ont fait un choix tactique, en réalité, on peut juste relever les écueils face auxquels ils vont se retrouver. Les premiers écueils seront d'abord à l'intérieur du regroupement. Quel pourra être le mode de fonctionnement du regroupement pour arriver à harmoniser les différents points de vue? Bon, tout dépend encore de ce que vous appelez, de tout ce que vous mettez dans le terme réussite. Alors, la réussite signifie-t-elle qu'on a réussi déjà à changer la loi à l'Assemblée nationale, ou bien la réussite signifie-t-elle qu'ils ont réussi simplement à élaborer un code électoral qu'on a proposé, quitte à l'Assemblée nationale de l'amender ou de la valider? En ce moment-là, si ils veulent peser lourd, s'ils veulent peser, comme on dit, lourd sur ce qui pourra se passer à l'Assemblée nationale, il faudrait maintenant créer un rapport de force. Or, ce rapport de force ne peut pas être créé à l'Assemblée nationale parce qu'ils sont déjà... Un rapport de force républicain, j'entends. Le rapport de force républicain peut aussi... Ça peut être également créé dans... Y compris apporter les armes comme au sud-ouest et au nord. Le rapport de force républicain peut être également créé dans la rue. Ça, il faut bien le dire. C'est bien républicain, c'est bien républicain. C'est bien républicain, d'autant plus. C'est bien républicain parce que notre Constitution autorise et valide les manifestations publiques. La loi 90 que vous venez de citer, même en confondant réunion publique et manifestation publique, autorise les manifestations publiques. Oui. Donc il est républicain que des Camerounais aillent dans la rue faire pression pour faire avancer les choses. Or, aller dans la rue ne signifie pas nécessairement faire renverser un régime ou bien adopter une attitude insurrectionnelle. D'ailleurs, l'insurrection est-elle nécessairement mauvaise? Je dis bien nécessairement. Comprenez bien, comprenez-moi bien. L'insurrection est-elle nécessairement mauvaise? Il n'y a pas de nuance. Est-elle nécessairement mauvaise? C'est quelqu'un qui répond. La question appelle la réponse. Bon, maintenant, je peux répondre. Ce qu'il a relevé et qui me semble... Est-elle nécessairement mauvaise? Juste peut-être un laps pour le... Il y a des insurrections qui sont pacifiques. Et vous le laissez répondre. Sachez. Vous allez demander que je réponde. Sachez que dans le cas du Cameroun, puisque tout est muselé, ce qui est fort probable, c'est qu'il y ait une insurrection populaire et qui est nécessaire dans la démocratie. Alors je continue. Maintenant je continue.
la question de l'insurrection peut également être posée. Oui, mais au moins c'est clair. Je vous en prie. La question de l'insurrection peut être également posée comme la question des coups d'État. Les coups d'État ne sont pas nécessairement mauvais. Si les coups d'État étaient nécessairement mauvais... Vous n'êtes pas républicain à ce moment-là. Je suis républicain, d'autant plus que Thierry Raoulin a fait 2 coups d'État pour amener le Ghana. Vous n'êtes pas républicain. D'accord. Nous n'en sommes pas encore là. Maintenant, s'il faut en arriver, j'en reviens à votre question. Des coups d'État. En réalité, la question, je vous vois venir... Non, on est capable de discuter de tout. La démocratie, c'est on discute de tout. Oui, d'accord. Parce qu'on a dit que l'insurrection populaire est possible et nécessaire en démocratie et que parfois le coup d'État peut apporter du nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'interdire de dire ça. Docteur, nous sommes en Il m'a posé une question. Docteur Friedelenke il m'a posé une question. Les téléspectateurs nous écoutent. Nous ne parlons pas de coup d'État sur ce plateau, du moins pas sur le coup d'État sur le plateau de Canal 2 International. C'est vraiment à proscrire. Nous ne sommes pas là pour encourager ce genre de choses. S'il vous plaît, vraiment, on ne parle pas de ça du tout. Et nous ne sommes pas pour. Ça existe, c'est un mot qui existe. Qui existe, mais nous ne sommes pas pour chers confrères, de choses pour l'alternance au pouvoir. Oui, chers confrères, il faut qu'on soit clair sur cette question. Chers confrères, je te comprends très bien, mais c'est des mots qui ont été utilisés sur ce plateau. Le mot insurrection. D'accord, ok. Alors, en ce moment, je réponds à votre question. Vous avez répondu. Non, je n'ai pas répondu à la question par rapport à la question que vous avez posée par rapport à certains qui se retrouvent dans le regroupement et qui sont accusés d'être de partiser avec le pouvoir. On n'a plus le temps sur ça. Or, en réalité, qu'est-ce que je vois? Je vois juste seulement comme la réponse. J'imagine que vous parlez par exemple de Yoshua aussi. On n'a pas cité le nom. Si vous parlez de lui, qu'on a dit ici, nous on n'a pas cité le nom. On a dit qu'il y a des personnes. Il y a d'autres également. On dit directement, on parle de Cabral. On n'a pas cité Cabral, on n'a pas cité. Je comprends véritablement qu'il s'agit d'un jeu tactique. C'est pas une blague là. D'un jeu tactique en réalité entre ces différents acteurs pour répondre à leurs adversaires, pour leur montrer qu'en réalité, ils peuvent engager des dynamiques autres que des dynamiques liées au... Y a-t-il des personnes à craindre dans ce groupe à la connivence avec le pouvoir? Je vous relance sur cette question. Y a-t-il des personnes à craindre susceptibles à faire échouer de l'intérieur? Écoutez, Bouba, je ne vais pas donner du poids, n'est-ce pas, à ce que venait de dire le docteur Nké tout à l'heure. Je rapporte ce que la population, les gens disent dans les réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est moi, donc, je ne dis rien. Les taxifications, les tickets gratuits, vraiment, ça ne nous intéresse pas. C'est le Cameroun qui nous intéresse, c'est l'évolution de la chose qui nous intéresse. Voyez-vous, depuis le 27 mai 2017 que nous sommes entrés sur la scène publique politique nationale, on a cessé naturellement d'appeler les autres sphères de la société à pouvoir contribuer avec nous ensemble, qu'on se mette ensemble pour pouvoir éventuellement proposer quelque chose d'alternatif. Ce n'est pas nouveau, ça ne date pas d'aujourd'hui, que ce soit la coalition des partis politiques ou la mutualisation des scrutateurs. C'est l'honorable président Kabal Libi qui l'a effectivement proposé. Donc vraiment, les taxifications gratuites, elle a fait ceci, elle a fait ça, qu'ils s'y mettent aussi sur le terrain et comprennent que nous, on va évoluer. Ça ne nous intéresse pas. Il y a mieux à faire. Mais Bouba, je vais dire mon point de vue par rapport à cela, c'est que l'histoire qu'on nous dit là, qu'il y a des forces de proposition et non pas des forces d'opposition, ça n'existe dans aucun pays. Vous comprenez? Quand tu dis que tu es opposant, tu es opposant. Quand tu dis que tu veux ruser là, que je suis dans la force de proposition, c'est un problème. C'est un problème vraiment éthique, fondamental. Et là, c'est pas être d'accord avec LDPC ou pas. Si tu es opposant, tu es opposant. Je voudrais effectivement dire au docteur Moi aussi, vous demande de répondre. S'il vous plaît. Je voudrais effectivement dire au docteur Nké que s'il ne sait pas les missions d'un parti politique, peut-être les philosophes, nous, sur l'organisation politique, il y a cette mission de proposition. Voyez-vous, nous sommes une opposition institutionnelle. C'est pour ça qu'on dit on propose. On n'est pas là pour dire tout est mauvais, tout est noir. On dit ceci est noir. Voici ce qu'il faut faire. Vous avez faim et vous devez en manger. Vous avez faim, vous voulez manger, c'est ça? Vous avez faim, vous allez en manger. Ça, c'est la honte, docteur Nké. Soyez sérieux. Soyez sérieux, Nké. Faire du théâtre ne vous avance pas. Soyez sérieux. Mais vous n'avez pas laissé Nké faire du théâtre. Je dis n'importe quoi quand même. Si vous êtes jaloux de votre congé,
partenaire qui a mieux fait que vous, faites-le aussi également. Il y a des principes en démocratie. On est au pouvoir, ça fait mal. Justement, c'est dans l'opposition. Évitons les problèmes. Je comprends éventuellement Évitons, s'il vous plaît. Incapable de pouvoir faire comme... Non, je ne parle pas de problème. C'est lui qui parle d'individu. J'en appelle évidemment... Oui, mais les principes parlent d'éthique politique. Oui, justement, vous avez fait un point de politique. Vous êtes la première personne à avoir cité les gens ici. Nous, on parle en termes d'éthique politique. Non, c'est lui qui parle qu'il y a des individus. Christian Diop, ce débat est tranché. Oui, c'est vous qui avez... Vous n'avez pas parlé des principes, vous n'avez pas d'individus. On n'est pas du radicalisme, on n'est pas de la folie. On est là en train de proposer quelque chose qui est... Sortez de la folie, vous n'avez pas... Christian Diop et Dr. Fridolin Kay, s'il vous plaît, évitons le problème de personne. Il nous reste quelques minutes pour terminer ce programme. Je souhaite que les uns et les autres respectent nos téléspectateurs, d'ailleurs, qui nous regardent. Et on sort par là sur cette question de proposition du code électoral. Alors, si le RDPC a toutes les clés et il y a une sérénité au sein du RDPC, pourquoi est-ce qu'une telle initiative ferait peur? Mais elle ne fait peur à personne. Tout à l'heure, vous avez posé la question, quelle est la chance, la possibilité que ça puisse réussir. Cette idée-là aura le destin de toutes les idées que l'on met dans la passe dans le cadre d'une république. Elle aura nous souhaitons que vous fassiez comme votre collègue de la Sanaga maritime. Avez-vous lu Honorable Marinier? Cette idée-là aura le destin de toutes les formes de pensée qu'on allait tirer d'une république. À partir du moment où la pensée sera majoritaire, elle sera couronnée d'un échec, mais on peut également envisager qu'elle soit minoritaire et restera dans le cadre seulement d'un projet. J'ai répondu à votre question. Il ne faut pas envisager les choses différentes. C'est un lapsus que vous venez de commettre là. D'accord. Vous avez suivi votre lapsus. C'est votre état d'esprit. Si c'est majoritaire, ça va être l'échec. Non, c'est pas ce que j'ai dit. À partir du moment où c'est majoritaire, c'est couronné d'un succès. C'est maintenant que vous dites. Il comprend ce qu'il a envie de comprendre. Alors on va marquer à partir du moment où c'est minoritaire, on considérera effectivement que ça a été un échec. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok, d'accord, merci de repréciser. Dans ce cadre-là, parce que quand vous commencez à envisager les problèmes de traîtrise, c'est effectivement ça qui a failli créer une bagarre tout à l'heure sur le plateau. La traîtrise, c'est par rapport à qui et pour le compte de qui. Dans le cas de ce que j'ai dit tout à l'heure, on mûrit la pensée, on la met sur la place publique, on appelle les référents, on appelle les censeurs, on appelle également l'instance qui va départager les gens. Et à la matière, ce ne sera pas le DCC qui va départager les gens, ce sera tout simplement les honnêtes citoyens qui, à un moment donné, vont dire c'est une idée brillante. On va marquer une pause pour nous conduire à la seconde thématique sur la sortie médiatique des deux membres du gouvernement sur la question des coupures intempestives cette semaine. C'était donc le reportage que nous proposent nos reporters qui sont allés suivre pour nous cette sortie des deux membres du gouvernement. La Seine a étudié ce phénomène de coupure intempestive d'électricité dans notre pays. Les raisons de ces perturbations électriques sont plurielles. Les pertes techniques, la vetusté du réseau de transport, le vandalisme sur les pylônes, la surcharge et l'insuffisance des postes sources, la carence dans la maintenance des infrastructures. Du fait de la forte croissance démographique, certains équipements de transport et de distribution d'électricité sont aujourd'hui surchargés. Certains transformateurs sont sollicités au-delà de leur capacité de fonctionnement. Une autre cause de délestage est la chute des poteaux. Le parc actuel, évalué au niveau national à 1 300 000 poteaux bois, est à 60% vétuste. Face à la presse ce 1er avril à Yaoundé, le ministre de la Communication et celui de l'eau et de l'énergie font la lumière sur ce délestage à l'origine de nombreux dégâts chez les populations, dont les ménages. Le retour de la saison de pluie aggrave la situation qui dure. Le développement de certaines infrastructures, notamment la mise en service du barrage de Natigal et le platinium, avaient autrefois été prescrits. La finalité étant d'améliorer la sécurité d'approvisionnement énergétique, d'accroître l'accessibilité des ménages aux services énergétiques modernes, de répondre aux besoins croissants en énergie en tenant compte des aléas climatiques. Le gouvernement promet ici aux hommes de médias
de ne ménager aucun effort pour trouver des solutions définitives à ce problème et que la lumière soit pour toujours au Cameroun. Une sortie des membres du gouvernement n'a pas trouvé satisfaction auprès des populations qui continuent toujours à subir ces problèmes de délestage. C'est un problème réel quand même pour les Camerounais quand on sait que dans la partie nord du pays, ça fait pratiquement 4-5 mois. Le courant est la chose la plus rare de ce côté-là. Oui, en effet, c'est également un fait à déplorer. C'est qu'il faut savoir qu'en matière de distribution de l'énergie électrique, dans les différents ménages, la première question qui se pose, c'est la production. Notre pays, malgré notre potentiel, je tiens à rappeler qu'en Afrique, nous avons le deuxième bassin hydroélectrique après la RDC. Notre production énergétique est suffisamment faible et n'arrive pas à satisfaire justement les besoins des ménages. Et toutes les initiatives qui ont été entreprises à l'effet de juguler ce phénomène assez important et criard a connu son bonhomme de chemin dans l'absence d'une véritable répartition. C'est pour ça qu'on a le sentiment qu'à travers le délestage, ceux qui ont l'achat, la distribution et l'alimentation auprès de ceux-ci, on a donc le sentiment qu'il y a donc une distribution assez sélective. La question sur les coupures intempestives reflète simplement l'incapacité des organes qui ont la charge de la distribution électrique à pouvoir satisfaire les besoins des ménages. Ça, c'est une réalité. La deuxième réalité, c'est que entre les dispositions qui sont prises pour juguler ce problème, on a vu des efforts assez certains. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une production environ de 20 000 mégawatts qu'on a, alors que la consommation seulement entre Yaoundé et Douala vous absorbe ce quota. Les propositions qui ont été faites pour les barrages, notamment si vous prenez le barrage de Mekine, qui pourrait alimenter au niveau de l'électrification rurale, notamment un arrondissement comme Bambis, qui est le Chébois, pourrait donc bénéficier de l'éclairage si tant est qu'un barrage comme celui de Mekine était véritablement mis en pratique. Vous avez le barrage Natigal, qui malheureusement va entrer en vigueur à partir de 2023, au moins si tout cela est fait, qui va nous apporter un gap de 400 MW pour pouvoir juguler le problème. Somme toute, on ne peut donc pas demander plus que cela n'existe. Il faudrait revoir la politique énergétique au Cameroun au moins à 3 niveaux. Le premier, c'est d'abord de promouvoir les barrages, comme je l'ai dit, les mini-barrages hydroélectriques. Le deuxième, c'est d'ouvrir à l'investissement privé les financements pour pouvoir booster la production et la distribution des barrages. Et la troisième, c'est d'impliquer les industriels sur les énergies alternatives qui permettra à ce que, à tout le moins, au niveau des ménages, qu'on ait quelque chose d'assez potable en matière d'électrification. Alors, Jean Bosco, il y a quand même un problème. On ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que chaque fois c'est toujours Eneo qui est cité. Et quand on sait qu'il y a une chaîne, il y a d'abord la production, ensuite il y a le transporteur et puis il y a maintenant le distributeur. Et quand on sait que quand on sait quand même que le transport n'est pas fait par Eneo, c'est quand même Sonatrel. On ne parle pas trop de Sonatrel qui est souvent responsable des coupures massives. Comment comprendre ce phénomène? En fait, si on parle beaucoup d'Eneo, c'est justement parce que les populations sont plus en contact avec Eneo, puisque c'est les populations qui consomment l'électricité, qui reçoivent chaque mois les factures marquées Eneo. Ça, c'est le distributeur. Ça, c'est le distributeur. Et le concessionnaire de l'État. Et maintenant, en amont, il faut bien le dire, quand vous lisez le communiqué ou bien la déclaration du ministre de l'Eau et de l'Énergie, vous comprenez que le gouvernement a la plus lourde responsabilité de ce qui se passe. Parce que c'est le gouvernement, à travers les structures mises en place, qui devrait s'occuper de ces structures qui se dégradent. Puisque le ministre de l'Eau et de l'Énergie avoue en réalité qu'il y a de la dégradation des structures permettant le transport de cette énergie. Or, l'État a mis en place des structures pour pallier ces différentes insuffisances. Qu'est-ce que l'État, pourquoi l'État, en réalité, ne s'occupe pas de ces structures qui se dégradent? Même si le ministre de l'Eau et de l'Énergie avoue et admet également que l'État est en train de faire quelque chose, mais on se pose véritablement la question de savoir comment est-ce que dans des foyers à Yaoundé, il y a des quartiers qui peuvent faire 2 semaines sans électricité, et au-delà même de l'électricité, des mois et des mois sans eau.
Donc la responsabilité du gouvernement ici est engagée, pas simplement au niveau des néos. Moi je pense qu'il faudrait repenser tout le dispositif. Il faut repenser tout le dispositif. Le CRN, dans sa proposition, je crois, avait pensé également, il y avait un panel consacré aux problèmes énergétiques. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui est en place, le projet du RDPC, permet aux Camerounais d'être à l'abri de ces coupures intenses? Non, bien évidemment non, Bouba. Vous comprenez pourquoi nous parlons du parti de proposition. Nous proposons une alternative, parce que s'il faut refaire l'historique un peu de ces problèmes d'électricité, ils ne datent pas d'aujourd'hui, parce qu'ils proviennent depuis 1980, date de la construction du barrage de Son Loulou, lui qui avait une capacité de 380 mégawatts jusqu'à date. Et le Cameroun a quasiment fait une trentaine d'années sans véritable construction en matière énergétique au Cameroun. C'est-à-dire on n'a rien eu. On voguait là sur 1500 mégawatts pendant une vingtaine d'années. C'est-à-dire ce gouvernement, naturellement, n'a pas envisagé une prospective. C'est pourquoi aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, on sera toujours dans ces questions. Comme vous voyez, même en termes de ce qui a été fait depuis les années 2010, le barrage de Mekine, c'est 100 mégawatts. Le barrage de Lompaga, 30 mégawatts. Le barrage de Nachtigal, en vue, c'est 420 mégawatts. Donc, au total... Et vous oubliez Menvele? On a combien? C'est 76. Oui. Donc, dans toutes ces affaires, ça ne donne même pas 700 mégawatts. On n'atteint pas 1000. Pourtant, on est un potentiel hydraulique où 46 départements sur les 58 que compte le Cameroun sont susceptibles d'avoir des barrages hydroélectriques. Et nous, au niveau du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous avons proposé 2500 mégawatts au bout de 5 ans pour résorber un peu la question. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, notre potentiel hydraulique est envisageable dans les 20 000 mégawatts par là, qui fait de nous le second en Afrique, après la RDC. Donc nous avons proposé au bout de 5 ans de produire 2500 mégawatts à raison de 500 par an, qui permettrait effectivement de pouvoir tout au moins rattraper, résorber, n'est-ce pas, la problématique jusqu'ici. Et nous avons envisagé les coûts, parce que vous savez bel et bien que la production est fixée au moins à 1 milliard. C'est la Mercurial internationale. Et nous avons proposé éventuellement les partenaires, c'est-à-dire les mécanismes de rentrée d'argent, comment on allait construire ça, de financement, je veux dire. Et la preuve en est, c'est qui nous sortirait progressivement de cette situation dans laquelle nous vivons et que nous allons encore vivre pendant beaucoup d'années. Si vous prenez une ville, un département comme l'Uncam, honorable, il n'y a pas de lumière chez le monsieur qui est assis en face de moi, voyez-vous. Il y a la lumière chez lui seulement dans sa maison parce qu'il y a une centrale solaire et les populations n'en ont pas. Ce n'est pas un problème personnel. Effectivement, pour dire pourtant, nous sommes dans une périphérie fluviale. Le Cam, le Vori et tout ce qu'il y a. Donc dans ces départements, on aurait pu construire, évidemment. C'est un test de l'incapacité du régime RDPC à nous proposer une alternative. Et nous, on a une alternative assez crédible. C'est ce que nous avons dit ici. Faites de yaka et de faucon. Donc, je vais chuter par là pour dire, évidemment, que nous, c'est un appel que je voudrais faire à l'endroit du docteur Nké, qui est avec nous. Hein, voyez-vous, parce qu'il était candidat univers, c'est nous qui l'avons amené là, à Obala. Et que l'intellectuel, vu qu'il se réclame, a vocation à pouvoir effectivement proposer quelque chose aux populations et de nous éviter, n'est-ce pas, d'imbéciliser davantage les populations. Parce que la situation dans laquelle le RDPC nous a déjà plombé est assez écœurante. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai convoqué l'honorable, parce que depuis qu'elle a été élue, je n'ai jamais vu. Permettez que je... Non, je n'ai jamais parlé d'imbéciliser les gens. Que vous répondez. Justement, pour je suis en train de dire, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai chuté en demandant à l'honorable que j'espère au moins qu'on le verra pour une fois dans l'UNCAM, parce qu'on se demande où le député d'UNCAM, ce député de Yaoundé ou honorable, quand allez-vous faire un tour au moins dans l'UNCAM depuis le 9 février 2020? Merci. Alors, honorable, peut-être vous allez répondre à cette question lorsque la campagne sera lancée. Et moi, je veux qu'on reste sur la question de l'énergie. La question que moi, je vous pose... Décidément, quand on regarde un peu, que ce soit au nord, au sud, avec le problème de délestage, le gouvernement a une grosse part de responsabilité. Le gouvernement ne s'est jamais débiné. Je crois qu'à travers le communiqué qu'il a évoqué tout à l'heure, on voit très bien que le gouvernement connaît qu'il y a un certain... Quelles sont les pistes de sortie que le gouvernement propose aux Camerounais qui souffrent? On est en train de les chercher. Dans le cadre effectivement de l'investissement qui est fait au cours de ces 10 dernières années, on voit très bien que le problème est en train d'être pris en charge. Et il faut vraiment un peu de la patience. Mais encore là aussi, il a fait mention tout à l'heure de notre potentiel hydraulique qui est le deuxième en Afrique centrale, en Afrique d'ailleurs. Mais je pourrais également vous faire remarquer que le ADC qui a le premier potentiel, le taux de pénétration du marché est de l'ordre de 19%.
Dans notre cadre, effectivement, nous sommes partis là également. Il faut être attentif aux transformations qui s'opèrent sous nos yeux pour pouvoir y savoir y dénicher un certain nombre d'opportunités qui nous font avancer. Il ne faut pas avoir des idées noires. Effectivement, les problèmes de difficultés que nous avons aujourd'hui, d'ailleurs, ne sont pas ciblés. Les mêmes difficultés que vous éprouvez pour pouvoir vous approvisionner en énergie électrique, c'est les mêmes difficultés que j'ai. La différence entre vous et moi, c'est que également, j'essaie de rester positif par rapport également, de voir là aussi où nous venons et là où nous allons et quel est le chemin qui a été parcouru tout à l'heure et jusque-là. Je voudrais suffisamment vous rappeler qu'en 1991, le taux de pénétration en termes d'énergie électrique au Cameroun, c'est de l'ordre de 28%. Entre 1994 et maintenant, nous sommes passés à 64%, il y a quand même un problème. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus vite? Très bien, on peut aller plus vite, mais également, il faut mettre dans le domaine également de faire des yaka et des faucons. Parce que si vous voulez demander au MRC, il va vous dire qu'il n'y a qu'à faire ça, il faut qu'on fasse ça. Si vous demandez également à l'air allié, le PCRN, ils vont vous dire qu'il n'y a qu'à faire ça. Voilà, ils sont même plus là où ils sont, il n'y a qu'à faire ça, il faut qu'on fasse ça. Il y a des contraintes dans la vie. Dans ces contraintes-là, effectivement, nous essayons de mettre le maximum d'efforts pour qu'on puisse avancer à une vitesse accélérée de telle manière à ce qu'on puisse trouver. Combien de barrages on a lancés dans une certaine période, dans une décennie? 3 ou 4. La période qu'il évoque également, il faut savoir que c'est la période dans laquelle on était en situation d'ajustement structurel. Si on avait un potentiel qui nous permettait de le faire, on l'aurait fait. Maintenant que les clignotions sont plus ou moins ouverts, on a également de forcer sur notre endettement, parce que là également, quand vous leur parlez d'endettement, ils vont commencer à hurler. Il y a des endettements qui méritent d'être, il y a des emprunts qui méritent d'être effectués. Dans le cadre de ces emprunts-là, dans le cadre de sources de financement, on peut penser qu'on va améliorer, profiter de notre potentiel, effectivement, qu'il a tout à l'heure, de telle manière à pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Le gouvernement n'a jamais été en situation de démissionner quand il s'agit effectivement d'assumer un certain nombre de charges. Mais effectivement, là aussi, il faut... Parce que pour ces gens-là qui aussi, entre la République et l'insurrection, on voyait très bien que c'est tellement facile d'exciter le chiffon rouge. Il n'y a pas de chiffon rouge dans une république. À partir du moment effectivement, où vous êtes mis sur la place publique en disant que nous pouvons vous apporter le confort nécessaire, attendons le soutien nécessaire pour que vous puissiez être en situation d'apporter ce confort. Est-ce que nous ne sommes pas rattrapés par nos choix, par nos options, surtout quand on sait que dans la partie septentrionale du pays, on aurait dû envisager, par exemple, l'énergie solaire, quand on sait que là-bas, il fait un peu chaud, et pour pouvoir quand même faire l'économie avec ces nombreux barrages que d'aucuns appellent des éléphants blancs. Est-ce que ce n'est pas un problème de choix de nos gouvernants? Oui, c'est un problème de management simplement, et d'incompétence, d'incapacité notoire du gouvernement à répondre s'il vous plaît, honorable, à répondre aux défis qui interpellent le peuple camerounais. Vous savez, actuellement, nous sommes, il n'y a aucune anticipation, aucune prospective. Parce que là, maintenant, ils savent, parce que les chiffres qu'ils donnent là ne sont pas vrais. La Banque mondiale dit que c'est seulement 48%. Ça, c'est les données de la Banque mondiale. Bon, il faut que les gens vérifient. C'est la base de données de la Banque mondiale. Qui dit 60%, on n'aurait même pas ce problème-là. Si c'est déjà 60%. Parce qu'en réalité, on dit que 7% par an, qu'il y a une demande croissante de 7%. Et actuellement, il y a 48% de couverture simplement. Et donc, 14% dans les campagnes. Et je crois, j'ai les chiffres là quelque part, et 57% au niveau des zones urbaines. Donc il y a un problème de fond, il y a la biomasse, il y a vous n'avez pas des énergies fossiles, des trucs, ce n'est pas seulement l'hydroélectrique et l'électricité qui s'impose. Il faut en réalité qu'on ait une vision. C'est parce que ce gouvernement manque de vision. Il y a deux choses en fait que les auditeurs doivent comprendre, les téléspectateurs doivent comprendre. La première chose, c'est que notre gouvernement est incapable de répondre aux défis de l'émergence dont tu parles en 2035. En fait, ce sera en 3000 s'il reste au pouvoir. Donc, la deuxième chose, c'est que cette incompétence-là est articulée à une conjoncture où le néocolonialisme est encore prégnant. C'est important qu'on comprenne ça. Ce n'est pas seulement le fait des gens qui sont incompétents. S'il y avait d'autres, ils feraient mieux, certainement. Parce que eux, c'est pire, quoi. Parce que quand vous voyez toute la logique de corruption à l'intérieur de ces passages, de ces barrages, vous voyez là, normalement, Mevele et Lompanga devaient rentrer, ont été normalement lancés en 2016, n'est-ce pas? Ils ont été sont fonctionnels depuis 2016. Mais vous allez vous rendre compte que j'ai des données d'un ingénieur qualité. Père son âme, il est mort. Il a eu de gros problèmes parce que il a démontré que ça. J'ai un doute. Il a. Vous citez mort.
Donc on ne peut plus vérifier. Il faut avoir un respect pour les personnes disparues quand même. On peut vérifier, c'est M. Arandaï Toga. Il a été reçu même par le Premier ministre. Monsieur, taisez-vous quand même. C'est là où vous taisez. Vous respectez les gens quand ils parlent. Vous êtes trop serein comme ça parce que vous mangez, vous empiffrez sur les misères des autres. Vérifier le reste. Oui. Il faut respecter les gens, monsieur. D'accord, chutez maintenant. On vous a dit tout à l'heure, monsieur le représentant du PCN vous a fait observer et vous n'avez pas daigné répondre. Chez vous, dans votre village, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'électricité, sauf chez vous. Et vous êtes content de ça. Et vous venez ici claironner des inepties sans respect pour les gens qui ont supposé vous avoir élu. Il faut respecter les gens, monsieur. Si vous êtes dans un pouvoir et que vous êtes incapable de faire rayonner le bien-être autour de vous... Dans tel que nous sommes dans une république, ça ne sert à rien d'ouvrir les yeux comme ça. Ouvrir quoi? Parce que la véhémence, vous savez, la véhémence... Écoutez, la véhémence avec laquelle je parle. Parce que je suis étonné que les gens soient si incapables de ressentir la douleur des gens. C'est non ça. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Pour revenir à notre sujet. Laissez-moi élaborer, monsieur. Non, on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Sortez. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, nous sommes à une époque en attendant l'aurore. Parce que l'aurore, on l'attend indéfiniment. En attendant l'aurore, nous devons tisser, en réalité, les bouquets d'espérance. Et pour tisser les bouquets d'espérance, il faut baliser un nouveau chemin, un nouveau contrat social. On ne peut pas arriver à se satisfaire seulement du petit plaisir personnel que nous avons, du petit plaisir que nous fait avoir les propositions que nous faisons, parce que par derrière, on a quelque chose. Je dois préciser ici, ça a été dit, on peut me taxer d'agent double. Moi, j'ai été avec mon ami Cabral, et je l'ai amené à Obala pour la première fois en tant qu'ami, et j'ai voulu le faire. J'ai par ailleurs... Ça, c'est à l'époque d'Univers. Ça, c'est à l'époque d'Univers. Donc, c'était pas en tant que parti. C'était une personnalité que j'appréciais. Une personnalité que j'appréciais, que j'ai amenée. Il ne faut pas qu'il y ait de sous-entendus là. Et là-dessus, on est sur l'énergie. On est sur l'énergie, docteur Nké. On est sur l'énergie, docteur Nké. Revenez sur l'énergie, docteur Nké. Vous êtes avec nous. Vous avez essayé de... Donc, je voulais dire... On a mangé ensemble, en fait. Donc, il ne faut pas m'emmener... On a mangé ensemble, docteur Nké. Donc, ce qu'il veut dire, c'est quoi? Dans ces conditions, je vous ai montré les deux difficultés que nous avons. Nous avons la difficulté première, qui est plus grande que la deuxième. La première, donc, c'est le noyautage que nous avons avec le système mondial néocolonial qui nous impose cette inertie. Et elle est amplifiée par l'incompétence des gens qui sont au pouvoir actuellement. Pas tous, certains qui sont là, qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire en tant que gouvernant, en tant que ministre. Et là, ce qu'on doit faire, c'est avoir une vision d'avenir. Et cette vision d'avenir ne peut pas se faire dans un cadre où le pays est comme ça, avec les guerres au nord, à l'extrême nord, les guerres au sud-est. Tout ce qu'on peut faire là, ce sera juste pour maintenir le changement qui est en train de se faire, le changement de gré à gré qu'ils sont en train de faire et qui va amener beaucoup de problèmes. Nous devons donc leur dire non, revenez, laissez les gens s'exprimer, revenons à construire notre horizon, un horizon commun qui va bénéficier à tout le monde. Merci. Monsieur Bouba, je voulais juste demander, que vous dites à M. Nké, de demander aux leaders, aux leaders des partis politiques qui officient le code électoral de nous faire des propositions pour sortir l'énergie. D'accord, ok, merci. Nous avons des propositions, c'est vrai qu'on n'a pas des propositions. Il a retenu la proposition. Merci, cher monsieur, merci, honorable, merci à vous, Paul Éric, merci à Christian, merci également à Jean Bosco, merci au docteur Fridolin Nké. C'est terminé. Le débat a été très houleux ce jour. La rediffusion, la toute première rediffusion, ce sera ce soir, quand il sera à 23h30, la seconde. Demain lundi à 23h, madame, monsieur, vous souhaitez de passer une bonne fête de Pâques et surtout, n'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Bien le bonjour.